Alors le CICHA est un groupe de travail qui rassemble les doctorants et jeunes docteurs en sciences humaines des universités de Strasbourg et de Mulhouse principalement, mais qui est ouvert à tous. Il est coordonné par Anna Châtelier, Cyprien Delguet, Gaël Bonner, Jean-Baptiste Ortlieb, Cécile Rivière, Lizzie Scholtus, ils sont à l'écran, et votre serviteur Benoît Vaillot. Nous organisons des journées d'études ainsi que des ateliers de formation aux humanités numériques, dont vous trouverez la liste exhaustive sur notre site internet. Alors aujourd'hui, le CICHA a l'honneur d'inviter Julien Gossa. Julien Gossa, maître de conférence en informatique à l'Université de Strasbourg et animateur du blog Doc en stock dans les coulisses de la démocratie universitaire, pour nous parler de la loi de programmation de la recherche et ce qu'elle implique plus précisément pour les doctorants et jeunes docteurs. Alors Julien Gossa s'est imposé comme un des fins observateurs de l'enseignement supérieur et de la recherche et a même récemment démissionné du conseil d'administration de l'Université de Strasbourg, constatant qu'en dehors de l'équipe présidentielle, les administrateurs n'avaient pas de réelle influence sur les décisions prises. Il a récemment créé un site d'information sur l'ESR, la conférence des praticiens de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour aider les élus au conseil d'administration d'université à comprendre comment fonctionne la démocratie universitaire en France, parce qu'il est parti du constat qu'on ne connaissait pas en fait assez bien l'université, même lorsqu'on était universitaire. Au cours de cette séance de séminaire débat, ma collègue Lizzie et moi-même allons aborder avec lui plusieurs thèmes et questions générales relatives à la LPR, et nous allons nous efforcer de rebondir aux questions qui seront posées dans le chat. À la fin de l'intervention de Julien Gossa, c'est-à-dire dans 1 heure approximativement, nous reprendrons les questions que vous aurez posées et ceux qui le souhaiteront pourront par ailleurs les poser directement. Comme nous sommes nombreux, je vous invite à bien couper vos micros et vidéos. Les organisateurs seront autrement au regret d'être impitoyables dans la modération. Sans plus attendre, laissons la parole donc à Julien Gossa à travers une question simple tout d'abord. Qu'est-ce que la loi de programmation de la recherche et plus précisément, sur quel sujet porte la loi? Quelles en sont les grandes lignes principales? Alors, merci beaucoup pour cette présentation et puis pour cette invitation qui me fait très plaisir. Je suis vraiment content d'être parmi vous. J'espère qu'on va pouvoir bien discuter. Vous n'hésitez pas, bien sûr, à poser toutes les questions que vous voulez, même en sortant un peu des circuits. Hein. Je préfère qu'on soit dans une discussion ouverte et tranquille à bâton rompu. Ça sera beaucoup plus simple. Donc, bon, pour aller dans le cœur du sujet, qu'est-ce que c'est la LPPR? C'est comme son nom l'indiquait, c'est une loi pluriannuelle de programmation de la recherche. Alors, son nom a changé entre-temps suite à une critique du Conseil d'État qui disait qu'elle était pas vraiment pluriannuelle. Et donc, ça s'est transformé en LPR, qui est parfois loi pour la recherche ou loi de programmation de la recherche. Alors, cette loi, elle est pensée en 3 volets. Le premier volet, c'est un volet financier, un volet de financement de la recherche qui s'étale sur une dizaine d'années. Le deuxième volet, c'est le volet qu'on appelle RH, ressources humaines, qui va toucher à tout ce qui est recrutement, gestion des carrières des chercheurs. Et le troisième volet devait initialement être un volet autour de l'innovation, le transfert de technologie, donc le rapport entre les laboratoires de recherche et l'industrie qui va en faire de la valeur économique. En réalité, ce troisième volet, on en a pratiquement pas parlé. Il est assez avorté et il s'est plutôt transformé en une espèce de volet fourre-tout dans lequel on a mis tout un tas de dispositions qui vont de comment on va traiter les professeurs émérites donc à la retraite, hein, qui sont porteurs de projets, à des tas de petites choses, y compris sur la sélection dans certaines filières universitaires. Enfin voilà, vraiment quelque chose de très fourre-tout. Donc, pour la replacer un petit peu, cette loi, elle arrive donc en 2020 et elle arrive 14 ans après celle qui l'a précédée, qui était la loi de programmation de la recherche de 2006. Et avec un fait quand même qui est marquant, qui est intéressant, que les objectifs généraux de la loi de 2006 c'était d'atteindre dès 2010 3% du PIB en financement de la recherche et 1,5 milliard d'euros pour l'Agence nationale de la recherche.
En réalité, quand on regarde les objectifs généraux de la LPPR de 2020, c'est d'atteindre en 2030 3% du PIB en financement de la recherche et 1,5 milliard d'euros pour l'Agence nationale de la recherche. Donc voilà les grandes lignes de cette loi. Parfait, synthétique en plus, excellent. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir sur les différentes, parce que depuis 2020, la loi a évolué, est-ce qu'on pourrait revenir sur les différentes évolutions de cette loi, et notamment les plus récentes, les plus controversées, qui ont eu lieu au Sénat, c'est-à-dire il y a moins de 15 jours? Alors, bon, ça, c'est des parcours législatifs. Moi, je suis pas du tout spécialiste des parcours législatifs. Mais la première étape, ça a été il y a 18 mois avec trois rapports qui ont été remis, qui ont été commandés et remis au ministère. Donc, des rapports sur chacun de ces volets, hein, volet financier, volet RH et volet innovation. Qui traçait des grandes lignes, alors qui commençait surtout par dresser un portrait très noir de la recherche française qui serait en train de décrocher, et puis qui ensuite fait tout un tas de propositions. Alors des propositions qui ont été reprises dans la loi au final, puis des propositions qui ont été abandonnées, d'autres propositions qui relèveraient presque de la provocation d'ailleurs, hein, pour visiblement avec une intention de lancer un débat. Mais globalement, ces trois rapports, ce qu'on peut leur reprocher, c'était le reproche qu'on leur a fait tout de suite, c'est d'abord qu'ils découpent les choses, c'est-à-dire qu'ils découpent la recherche en trois parties différentes, alors qu'en réalité, c'est un seul et un même problème. Donc, si ce qu'on cherche, c'est une réelle réforme de notre système de recherche, on a tout intérêt à prendre le problème de façon globale pour essayer de le réformer de façon globale. Le deuxième reproche qu'on pourrait leur faire, c'est qu'ils ont été complètement aveugles à certains grands problèmes de la recherche qu'on a à l'heure actuelle, donc notamment le problème de morale des chercheurs, mais aussi le problème de publication, hein, puisqu'on a un gros problème sur le système de publication à l'échelle internationale, voilà, dans la recherche. Donc ça, c'est absolument pas abordé. L'inconduite scientifique aussi, hein, qui est un gros problème à pratiquement pas abordé dans ces rapports. Et la troisième chose un petit peu marquante autour de ces rapports, c'est qu'ils ont été rédigés exclusivement par des grands dirigeants de la recherche, hein, soit des députés, des présidents d'université ou de PDG du CNRS ou de l'INRIA, si je dis pas de bêtises, il faudrait retourner voir, mais des gens qui ont déjà un énorme pouvoir et d'énormes responsabilités dans notre système. Et globalement, si je devais résumer les conclusions de ces rapports, c'est que ceux qui ont déjà du pouvoir dans le système demandent plus de moyens forcément pour pouvoir les dépenser et demandent plus de pouvoir pour eux-mêmes, quoi. Voilà. Alors, on pourrait résumer ça comme ça. À partir de ces trois rapports, la loi s'est mise en élaboration de façon extrêmement secrète. Arrivée en mars 2020, elle était rédigée, mais là on se retrouve avec la crise du Covid, donc tout est mis en pause. Les textes manifestement rédigés, selon Frédéric Vidal, hein, sont tenus secrets et sont publié au lendemain du déconfinement avec un nouveau programme qui étonne tout le monde puisque on a tout à coup plus que 7 jours pour valider les textes et puis les envoyer dans le tuyau de la validation par l'Assemblée nationale, etc. Donc, en même temps, des textes qui sont prêts et qui ne sont pas montrés à un moment où on pouvait en discuter tranquillement, et en même temps, d'un coup, pas de charge quand il faut les approuver. Alors bon, évidemment, ces textes ont bougé, hein, un petit peu entre l'Assemblée nationale et le Sénat, et alors dernier Deus Ex, quoi, arrivé à la toute fin de la procédure, vraiment à la toute fin de la procédure, quelques amendements dont on parle beaucoup aujourd'hui, notamment autour du CNU, mais aussi autour des libertés académiques et de la liberté de débattre ou l'interdiction d'empêcher des débats sur les campus. Voilà. Alors, particulièrement le CNU,
visiblement, ce qui ressort, c'est qu'il s'agit d'une tactique parce qu'on savait très bien que si on parlait de ça avant la toute fin de la procédure, ça aurait fait un tollé avant et on n'aurait pas pu le passer. Donc il y a eu une tactique comme ça, législative, pour faire passer un maximum de choses et pour éviter toute discussion. Je rebondis tout de suite et je laisse ensuite la parole à Lizzie. Est-ce qu'il y a des chances que le Conseil constitutionnel, même si on n'est pas dans on ne parle pas en juriste, mais est-ce qu'il y a des chances que le Conseil constitutionnel retoque la loi ou du moins des aspects de cette loi? Parce que moi, je me demande s'il n'y a pas, je ne sais pas quelle est la valeur constitutionnelle de cela, mais je me demande s'il n'y a pas une contradiction avec la liberté académique, avec les libertés académiques, justement, pour certains points de cette loi. Et donc, est-ce qu'il y aurait des chances, selon vous, que le Conseil constitutionnel soit critique et peut-être même donc retoque certains aspects? Alors, bon, très honnêtement, peu importe. Enfin, moi, je peux pas dire. Je sais pas ce que va faire le Conseil constitutionnel. Je suis pas sûr que ce soit vraiment prédictible. Mais en plus, c'est pas du tout mon domaine. Donc, vraiment, je saurais pas prédire. Mais j'ai envie de dire, peu importe. Alors typiquement, si on prend cette question des libertés académiques, donc effectivement, on a un amendement qui est déposé à propos des libertés académiques et qui dit que ces libertés s'inscrivent dans le cadre des valeurs de la République. Bon, alors ça pose plein de problèmes. On va beaucoup s'énerver dessus. Ça peut éventuellement poser des problèmes au niveau de la Constitution, etc. Mais en réalité, la première menace pour les libertés académiques n'est pas du tout un amendement comme ça. La première menace pour les libertés académiques qui est portée dans cette LPPR, c'est que les seules augmentations de budget sont faites sur des dispositifs qui abaissent naturellement les libertés académiques. Donc, par exemple, si on prend l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, c'est-à-dire le financement sur projet, le financement sur projet est beaucoup moins libre que le financement récurrent qui arrive directement dans la poche des chercheurs, avec lequel les chercheurs peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que quand d'abord vous répondez à un appel à projet, en répondant à un appel à projet, déjà vous normez votre recherche, c'est-à-dire que déjà vous lui donnez un cadre. Hein. Je veux dire, il y a un certain nombre de pages à remplir, il y a des cases à cocher. Si vous voulez être sélectionné, il faut avoir tant de partenaires, il faut que ça porte sur tel et tel domaine, etc., etc. Donc vous normez votre travail académique. À partir de là, vous abaissez vos libertés académiques. Cette volonté d'abaisser les libertés académiques se retrouve dans à peu près toutes les dispositions majeures de la loi. C'est-à-dire que le nouveau financement à la performance, le renforcer l'évaluation. Alors qu'est-ce que c'est renforcer l'évaluation sinon abaisser les libertés académiques? C'est-à-dire contrôler les gens et décider que ça c'est bien et ça c'est moins bien. Donc c'est-à-dire clairement baisser la liberté de recherche. Si on prend les chers professeurs juniors, par exemple, les chers professeurs juniors, il y a eu un débat, ça a un petit peu bougé, mais globalement, ce sont des gens qui se situent au même niveau que les maîtres de conférences qu'on a à l'heure actuelle, mais avec beaucoup moins de liberté parce que énorme risque de tout perdre à la fin de leurs 3 à 6 ans de test. Et les CDI de mission, CDI de mission, si vous êtes un petit peu trop libre, votre financeur peut arrêter votre financement à tout moment du jour au lendemain sans se justifier. Alors, vous voyez le niveau de liberté de quelqu'un qui effectue de la recherche, mais qui risque de perdre sa capacité à payer son loyer si jamais il ne donne pas satisfaction. Bien, alors je vous remercie pour ces éclaircissements. Après, l'idée de ce séminaire, comme nous sommes tous doctorants dans l'organisation, c'était de centrer un peu sur l'influence que va avoir cette loi sur le doctorat et sur les jeunes docteurs. Donc, la première question dans cet ordre d'idées, c'est quelles sont les conséquences de cette loi sur les contrats doctoraux et particulièrement pour les sciences humaines dont nous sommes issus, parce que, moi, de ce que j'ai compris, c'est un fort lien privé-public et j'ai un peu peur de l'impact que ça peut avoir pour les sciences humaines.
Alors, il y a une volonté claire d'élargir ce que c'est un doctorat et dans quel cadre on fait un doctorat, c'est-à-dire qu'on puisse faire des doctorats dans le privé, dans les entreprises, ce qui va commencer à poser la question de bon, alors un doctorat en pharmacie dans une entreprise, on voit bien, hein, un doctorat en SHS en entreprise, tout de suite, on voit un petit peu moins bien. Euh, Je crois qu'il y a plus de peur que de mal, on va dire. D'abord parce que je suis quasiment certain qu'on sous-estime énormément le nombre de doctorats en SHS qui pourraient être faits dans des entreprises. C'est-à-dire que même si c'est pas la culture des SHS et que énormément de pans des SHS ne correspondent pas aux intérêts qu'on peut avoir dans une entreprise, il y a aussi énormément de choses qui correspondent. Et en réalité, il faudrait aller vérifier, regarder de plus près. Donc là, vous voyez, je m'avance sur des choses un petit peu, on va dire que c'est une intuition de ma part, hein. Je suis pas sûr que les SHS soient vraiment plus loin des intérêts des entreprises et surtout des grands organismes que l'informatique. Alors si on prend l'informatique, évidemment, on voit bien, les startups, les GAFAM et compagnie, ils vont avoir besoin de docteurs. Alors déjà, les GAFAM ont leur propre système de formation et de recrutement des docteurs, ils n'ont absolument pas besoin des nôtres, hein, ça c'est la première des choses à bien comprendre. Et ensuite, les intérêts des grandes entreprises en informatique sont probablement extrêmement restreintes par rapport à tout ce qu'on peut faire dans l'informatique. Donc c'est une façon de dire que il faut faire attention à ça. On n'est pas au bord de l'achèvement des SHS parce que on tournerait le doctorat exclusivement vers l'intérêt des entreprises et que les SHS n'intéresseraient pas du tout les entreprises. D'abord, on n'est pas du tout en train de tourner le doctorat exclusivement vers l'intérêt des entreprises, et ensuite, je pense que les SHS intéressent beaucoup plus les entreprises qu'on le pense. Alors ça, c'est un premier pack de réponses, j'ai envie de dire. Le deuxième bout de réponse que je voudrais donner, c'est que toutes ces dispositions qui sont dans la LPPR, ce sont des bonnes intentions, mais ça ne sont que des bonnes intentions. C'est-à-dire le législateur a beau dire ça serait vraiment génial que les entreprises se mettent à financer massivement les thèses, il n'y a rien qui dit que les entreprises vont le faire. Pour l'instant, les entreprises bénéficient d'un service de recherche public, donc gratuit, c'est-à-dire que pour l'instant, c'est l'État qui paye massivement la production de connaissances dont profitent les entreprises. Il n'y a pas énormément de raisons pour que les entreprises massivement se mettent à payer elles-mêmes un service qu'elles avaient avant gratuitement. Donc vous voyez, avant que ça se mette en place, qu'il y ait un réel effet de tout ça, s'il y en a un, je veux dire, il faut attendre de voir, quoi. Oui, mais alors après, du coup, je me permets de rebondir sur ce que vous venez de dire, mais si l'État ne finance plus, parce qu'il y a ça aussi derrière, finalement, dans le doctorat, depuis 4 ans, 5 ans, il y a une pression, en tout cas sur les sciences humaines et sociales, pour faire un doctorat en 3 ans, pour arrêter les doctorats non financés. À ce moment-là, si ça veut dire pour nous moins de doctorats, et donc peut-être que derrière le but de l'État, c'est que les entreprises prennent le relais. Alors, bon, que l'État ait envie de se retirer quand même un maximum de pas mal de services publics, je crois que c'est pas un secret et ça choquera personne. Qu'il ait une réelle, c'est-à-dire que dans son idéologie ça existe, ça c'est certain. Qu'il ait une réelle intention de le faire et réellement les moyens de le faire, ça c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'on ne se retire pas d'un système aussi facilement. Ce qu'il faut bien voir, c'est que là, tout ce que vous avez décrit, c'est hors LPPR. C'est-à-dire que le système de pression qui va essayer de normer les thèses en SHS, de dire les thèses en SHS, ça doit être 3 ans comme les autres, il faut arrêter avec ces doctorants qui traînent là, Watt Milan, à faire des trucs qu'on comprend pas trop. Si au moins ils créaient des startups, on pourrait comprendre, mais là, vraiment, voilà, ils encombrent les locaux plus qu'autre chose, il vaut mieux qu'ils sortent. Ça se fait tout à fait en dehors de la LPPR. Alors, il n'y a pas besoin d'une loi pour ça. On a fait passer aux universités que désormais la durée des thèses serait un indicateur. Si vous regardez le rapport annuel de performance et le projet annuel de performance de votre établissement, vous y verrez une ligne, temps moyen de doctorat avant soutenance. Et on a fixé des objectifs. On a dit il faut que ça baisse. Et après, les établissements se mettent à le faire baisser.
parce que c'est leur intérêt. Hein. L'intérêt d'une université comme l'université de Strasbourg, on a eu cette discussion au conseil d'administration, c'est de pas avoir des doctorants qui restent là trop longtemps. C'est-à-dire que la monnaie, la valeur d'une université, c'est le nombre de doctorants qui soutiennent, pas le nombre de doctorants qui font de la recherche dans leur mur. D'accord? Donc, en réduisant la durée des thèses, vous augmentez vos performances tout en réduisant vos coûts. Donc, ouais, donc on rentre dans cette logique-là. Alors évidemment, cette logique-là, elle est contraire à la bonne science. Et elle est contraire à ce qu'on sait de la façon de faire de la science. Alors, la science, ça se fait dans le temps long. Et les performances, ça se fait dans le temps court. Certaines époques vont donner plus de poids à l'un qu'à l'autre. Et là, on est dans une époque qui donne du poids à la performance. Et ensuite, il y a un dernier petit point qui va vous paraître un point de détail, mais qui est en réalité extrêmement important quand on travaille sur les indicateurs, c'est que le nombre de doctorants baisse. Et baisse de façon assez inquiétante. Hein. On est entre 10 et 15%. Selon les disciplines, ça baisse de façon assez massive. Une bonne façon de ne pas baisser le nombre de docteurs quand vous avez le nombre de doctorants qui baisse, c'est de raccourcir la durée de leur thèse. C'est de la gestion de flux, vous voyez. Si vous voulez pas avoir votre indicateur qui baisse tout de suite, que vous voulez encore le maintenir 3-4 ans avant de prendre la baisse, bah voilà, vous comprimez un petit peu là, on les fait sortir plus vite. D'accord? Donc ça c'est des mécaniques qui sont beaucoup plus puissantes que les lois de programmation. Voilà, poser un indicateur et un objectif, ça marche beaucoup mieux que rajouter un amendement dans un coin d'une loi que personne n'ira jamais. Oui, je voulais poser une question pour rebondir toujours là-dessus. Il y a monte l'idée en fait qu'un doctorat doit être financé. Et doit être financé par un contrat doctorat qui soit public, privé ou ce qu'on veut. Est-ce que cette idée-là, elle est dans la LPR? Est-ce que ça va? Je pense que c'est dans c'est dans l'esprit en tout cas des gens qui sont derrière la LPR. Mais est-ce que c'est présent dans la LPR? Parce que ça, c'est quelque chose dont les sciences dures se foutent mais complètement, mais qui serait dramatique pour la recherche en sciences humaines et sociales. Parce que si demain, ceux qui n'ont pas de contrat doctoral ne peuvent pas faire de thèse, je parle en histoire par exemple dans ma discipline, il va y avoir une réduction encore plus drastique que vous venez de le dire de doctorants et donc de thèses et de production scientifique in fine. Absolument. Alors, évidemment, vous vous doutez bien qu'on ne va pas écrire dans la loi tous les doctorants seront financés. Alors d'abord parce qu'on va y avoir une levée de bouclier, ensuite parce que ça voudrait dire qu'on va tous les financer, ce qu'on n'a pas envie non plus. Donc c'est une intention. C'est-à-dire, la ministre a fait un tweet pour dire tous les doctorants seront financés. Bon, je peux le faire aussi. Ce tweet, il aurait la même valeur, quoi. Vous voyez l'idée, quoi. Par contre, qu'il y ait une intention qui est bien avant la LPPR, hein, de effectivement professionnaliser de plus en plus le doctorat. Et ça veut dire qu'effectivement, on va le normer, donc on va le faire passer par des contrats de plus en plus, et donc ça veut dire que vous pourrez faire une thèse seulement si vous avez un contrat de thèse. Donc, vous voyez, encore affaissement des libertés académiques. Ça c'est certain, il y a une volonté là-dessus, et cette volonté va même sans doute passer par une augmentation du nombre de bourses de thèse, et notamment dans les SHS, pour éviter justement de complètement assécher certains domaines et casser certaines choses. Et puis pour assurer la paix sociale, hein, il faut dire ce qui est, quoi. Si vous coupez trop de doctorants gratuits d'un seul coup, vous avez des professeurs bien reconnus qui ont leur carrière qui s'écroule. Et ça, on le veut pas non plus. Donc vous voyez, là, on va essayer de ménager la chèvre et le chou. La question qui se pose derrière, à mon sens, hein, je peux me tromper, mais c'est mon interprétation, c'est même pas une question de recherche. C'est-à-dire que quand on parle du doctorat à ce moment-là, on n'est pas en train de parler de recherche, on est en train de parler stratification de notre système éducatif. Et moi, j'arrive à comprendre cette histoire de désormais les doctorants vont tous être financés exactement de la même façon que je comprends désormais, faudra choisir son avenir professionnel dès la seconde. Si vous avez suivi la réforme du baccalauréat, dès la seconde désormais, les bacheliers généraux sont obligés de choisir 3 spécialités, puis ils devront en abandonner encore une en terminale. C'est-à-dire on leur demande de s'hyper-spécialiser. Cette hyper-spécialisation, très tôt, hein, dès la seconde, va en fait couper les portes qu'ils ont dans Parcoursup.
D'accord? Donc, dès la seconde, on leur dit, ah, est-ce que tu gardes maths ou pas? Si tu gardes pas maths, attention, tout ça, c'est fini dans Parcoursup, d'accord? Ça vise à faire en sorte que la société arrive à chaque individu qui a un niveau de qualification différent, qui va lui donner une place dans la société, accès à un certain niveau professionnel, etc. Et ce qui manque en France par rapport aux pays notamment anglo-saxons ou l'Allemagne, c'est les étages d'en dessous. Donc c'est ce qu'on a fait avec la réforme du bac, mais aussi l'étage du dessus, le doctorat. C'est-à-dire que le doctorat en France, c'est le seul diplôme qui fait baisser les revenus à l'embauche. Ouais. Et ça, c'est une particularité très française. Mais si vous considérez le doctorat non pas comme une expérience de recherche, mais comme un diplôme supplémentaire, donc une qualification supplémentaire pour rentrer dans un marché du travail. Alors à ce moment-là, le doctorat devrait être reconnu par les entreprises et devrait augmenter les revenus à l'embauche. Et à ce moment-là, on commence à comprendre que les doctorats devraient tous être financés, parce que là, ça veut dire qu'on est en train de choisir, d'utiliser le doctorat non pas comme une façon de faire de la recherche, mais d'utiliser le doctorat comme une façon de choisir les citoyens qui auront une meilleure place dans la société. Et ces places, comme c'est le meilleur niveau de qualification, doivent être limitées, quoi. Et pourquoi pas les limiter par le financement à ce moment-là? Enfin, je veux dire, pour un État, c'est une bonne façon de choisir quels seront les citoyens d'élite de demain. Oui, on voit bien le raisonnement qui est derrière. Et du coup, ça suit un peu les questions suivantes et des questions qui sont posées dans le chat. Quant au lien du coup doctorat et CIFRE, donc contrat, c'est contrats industriels de formation et de recherche. Et du coup, la question d'Aurélien aussi qui demande s'il y a pas si la loi ne contraint pas au financement privé. Parce que c'est vrai qu'à la lecture je l'ai pas lu en entier, j'avoue, mais on a vraiment la sensation de ce lien recherche privée qui augmente grandement et qui pose question sur, quel est l'impact des chiffres et comment comment ces contrats vont se développer. Alors, il y a une volonté évidente de tourner la recherche vers l'innovation. C'est-à-dire la recherche, c'est produire de nouvelles connaissances, et l'innovation, c'est de transférer ces connaissances sur un marché pour en faire des produits, pour en faire de la valeur économique. Clairement, l'ère du temps et notre gouvernement est beaucoup moins intéressé par la création de connaissances dont on ne saurait que faire que par la création de valeur économique. D'accord? Donc cette mécanique-là, elle est évidente, elle est en place. La LPPR s'intéresse très très peu à l'intégrité scientifique et à la qualité des travaux et s'intéresse beaucoup à qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire de bien concret. D'accord? Ça, on y voit une menace directe sur les SHS. Et on a raison d'y voir une menace directe sur les SHS. Et cette menace, elle se voit d'ailleurs parce que dans tout ce qui a été écrit autour de la LPPR, il y a systématiquement un encart spécial SHS. Donc ça montre bien que les SHS ne rentrent pas dans ce logiciel global de la LPPR. D'accord? Je veux dire, il n'y a pas un encart spécial pour pharmacie ou pour informatique, quoi. Il y a toujours juste ce truc-là. Donc on voit bien que là, il y a quelque chose qui frictionne, mais c'est pas quelque chose qui frictionne seulement par rapport au SHS, c'est quelque chose qui frictionne par rapport à la recherche. C'est-à-dire que c'est la recherche qui n'est plus intéressante. Ça se voit, c'est pas du tout français, hein. Je veux dire, quand on a reformé le nouveau Parlement européen, alors j'y comprends rien au Parlement européen, hein, mais manifestement, il y a un commissariat à la recherche qui a sauté, et on l'a remplacé par un commissariat à l'innovation. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation, le MESRI, c'était le MESR il n'y a pas si longtemps, d'accord? Donc il y a ce I là qui se rajoute systématiquement partout et qui prend petit à petit le dessus sur le R. Et j'ai envie de dire pourquoi pas. Maintenant, supposons qu'on soit arrivé à un point où on a fait vraiment beaucoup de recherches et on est assis sur vraiment beaucoup de connaissances et puis on n'a pas pris la peine de les transférer dans le privé. Donc, on n'a pas pris la peine d'en faire encore de la valeur économique et qu'on soit dans une crise économique et qu'on soit dans une compétition mondiale où ça castagne dur. Alors là, il y a un mouvement qui pourrait être intéressant, qui pourrait être pertinent, de dire on arrête la recherche, on se tourne entièrement vers l'innovation, on utilise le stock de connaissances qu'on a créé jusqu'à présent et on essaye d'en faire du fric. Alors évidemment, si ça marche,
ça marchera pas. Mais si ça marche, ça va marcher 2 ans. Et dans 2 ans, on est dans le bec dans l'eau parce qu'on n'a pas fait de recherche et qu'on a pris du retard sur tout le reste. Mais enfin, je veux dire, moi, président de la République, je m'en fous. Dans 2 ans, je suis plus là. Okay, donc ça peut être un bon moyen voilà, de créer un petit peu de valeur économique à moindre frais assez rapidement. Alors après, il y a aussi quelque chose qui est beaucoup plus à bas bruit, on va dire, hein, beaucoup plus idéologique. C'est si vous lisez le rapport Haguian-Cohen de 2004, qui s'appelle Éducation et croissance, vous allez retrouver très exactement la totalité de nos politiques d'enseignement et de recherche ces 15 dernières années. Et ça a été écrit par des économistes qui utilisent des formules très très compliquées que moi je ne connais pas, mais qui montrent que bien il faut arrêter avec la recherche fondamentale qui nous saoule, et puis il faut faire plus d'innovation, c'est-à-dire utiliser la production de connaissances pour faire de la production de valeur économique. Alors, il y a pas mal d'autres questions sur ce sujet-là dans le chat, et des questions pertinentes sur le lien du coup entre domaine privé, entrepreneurial et résultats. En fait, à qui appartiendraient des résultats dans le cadre de travaux cofinancés? Alors ça, c'est des choses qui sont régulées dans la loi, on s'y intéresse dans la loi, c'est-à-dire, ok, supposons que ça marche. Voilà. Supposons que d'un coup les entreprises françaises se mettent à massivement financer la recherche. Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec qu'est-ce qu'on fait à qui appartiennent les choses. C'est encore même plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il y a une disposition que moi j'ai mal maîtrisée. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je suis très curieux de savoir ce que ça va donner. L'idée, c'est carrément d'héberger des chercheurs privés dans les locaux publics. Alors, la façon dont je l'ai compris, c'est un petit peu, waouh, il y a la crise qui arrive, on va se retrouver avec massivement des entreprises qui licencient leur services de R&D. Ce qu'on va faire, c'est que plutôt qu'ils les licencient sèchement, on va les héberger dans des laboratoires publics où ils vont pouvoir continuer à faire leur recherche privée à moindre coût. Ouais, on cherche ce truc-là à mélanger les cultures, comme on dit, parce qu'il y aurait une frontière culturelle entre le privé et le public. Cette frontière existe, et entre la recherche et l'innovation, et cette frontière existe encore une fois. Très honnêtement, moi, j'ai fait des études d'informatique, j'ai fait un diplôme d'ingénieur. J'avais tout à fait le choix d'aller travailler du côté de l'innovation et de la production de valeur. Donc, j'ai fait le choix de ne pas faire ça. J'ai fait le choix d'aller travailler dans le public et dans la création de connaissances. C'est pas une loi qui va me faire changer ça. C'est un projet de vie. La plupart des chercheurs, ils ont un projet de vie. La plupart des gens qui font de l'innovation, ils ont aussi un projet de vie. Et c'est pas le législateur qui d'un coup va inventer un dispositif qui va nous faire changer notre façon de voir les choses. Alors tout ça, ça va jouer à la marge, mais ça ne jouera jamais qu'à la marge. Les chiffres, c'est à la marge. D'accord, c'est un très bel outil, très bien, mais c'est à la marge. Le crédit impôt recherche, qui coûte extrêmement cher, c'est 7 milliards d'euros par an, son impact sur la recherche, c'est à la marge. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'on ne change pas les mentalités d'une société comme ça. C'est pas par la loi, quoi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, pour rebondir toujours là-dessus, peut-être aussi pour conclure sur ce point, François Magard dit, réagit dans le chat, et je trouve ça assez intéressant. Il dit, il a l'impression que la LPPR ne parle que de l'intérêt économique de la recherche, en fait que de l'application, donc c'est-à-dire que de l'innovation, etc. Et la question est de savoir qu'en est-il de la recherche et même de ce mot assez vulgaire aujourd'hui, puisque beaucoup de gens en sont dénués, le terme de culture. Est-ce qu'on parle de la culture, par exemple dans la LPPR, est-ce qu'on parle aussi de ce mot que j'aime beaucoup, et puis c'est aussi le nom du séminaire, sur l'humanité, les humanités. Est-ce qu'on parle des humanités, de ces choses-là? Parce que, comme vous venez de le dire, c'est assez fourre-tout et c'est général. On parle autant de pharmacologie, d'informatique que de sociologie en définitive, en pensant que c'est pareil, sauf qu'on sait que c'est pas pareil. Donc, qu'en est-il de la culture dans la LPPR et les humanités? Moi, je rajoute en précisant ce que disait François Magard. Si vous n'avez pas...
si votre intérêt à un moment donné n'est pas soit de resplendir à l'international de façon extraordinaire, c'est-à-dire monter dans les classements et avoir du prix Nobel, et si votre intention ou votre discipline n'est pas de mettre un produit sur le marché et de faire monter le PIB, vous êtes complètement ignoré par la LPPR. Donc vous allez continuer votre vie comme avant. Voilà. C'est une loi qui ne vous concerne pas. C'est une loi qui ne nous concerne pas, mais à terme, c'est bien le problème, c'est que ça va avoir un impact sur les recrutements, et c'est le point suivant qu'on va aborder. On va l'aborder. Qui, à mon avis, est peut-être celui qui intéresse le plus, à titre égoïste et alimentaire, la plupart des doctorants et les jeunes docteurs. Donc la question du recrutement des jeunes docteurs, et la première, c'est revenir sur le fameux CNU, le Conseil national des universités. Quelles sont les conséquences de l'affaiblissement de la qualification par le Conseil national des universités? Parce qu'on sait que la LPPR affaiblit le Conseil national des universités. On sait même, je crois avoir compris qu'on a voulu supprimer carrément à un moment. Ça, vous pouvez revenir dessus si ça, je l'ai mal compris, parce que je crois pas avoir été le seul à avoir compris qu'on allait carrément vers sa dissolution à terme. Et donc, quelles sont les conséquences de l'affaiblissement de la qualification par le Conseil national des universités? Alors, donc je pense que vous voyez tous le système. Hein. L'idée, c'est que quand on a terminé sa thèse, qu'on est docteur, pour devenir maître de conférence, donc rentrer dans la carrière de chercheur dans le public, il faut une qualification. Cette qualification est donnée par le Conseil national des universités, qui est une instance nationale et élue, et qui est en fait la descendante d'un conseil ultra puissant qui décidait nominativement avant de qui allait avoir quel poste à quel endroit. D'accord? Donc c'est l'héritier de quelque chose de très très puissant et de très très mandarinal. C'est-à-dire que c'était à Paris, et c'est à Paris que des gens décidaient qui allait avoir telle chaire dans telle université de l'autre côté de la France. D'accord? Donc ça, c'est l'héritage du CNU. L'histoire faisant, les grands équilibres ont été modifiés, et aujourd'hui, le recrutement d'un fonctionnaire national, hein, se fait directement dans les établissements par des comités de sélection et avec signature du président de l'université. Donc vous voyez, on a un truc très bizarre, c'est qu'on est sélectionné en local par des établissements, mais on est fonctionnaire de l'État. Là, on est dans quelque chose de particulier. C'est-à-dire que si vous êtes enseignant dans le secondaire, vous avez passé un concours national, alors que nous passons des concours locaux. D'accord? Donc ce CNU, qui avant était le siège du mandarinat, est devenu depuis le siège d'une représentation élue, essentiellement syndicale, et qui fait un filtre, c'est-à-dire qui donne l'autorisation de participer à ce concours national-local, et qui donc, son boulot, c'est de garantir un certain niveau, de garantir qu'on peut bien devenir fonctionnaire de l'État pour travailler dans l'enseignement supérieur et la recherche. Bon, alors la suppression du CNU, donc là je vous ai donné quelques bips, je suis pas spécialiste de l'histoire du CNU, hein, il faudrait lire Emmanuel Picard qui travaille là-dessus. La suppression du CNU, tout le monde en parle depuis longtemps, il y a les pour, il y a les contre, etc. Donc à chaque fois qu'il y a une loi de la recherche ou de l'enseignement supérieur, hein, qui touche aux carrières, voilà, la question de la suppression du CNU se pose naturellement. Là, on n'a pas osé aller jusque-là. Mais on a fait une petite entaille. Et qu'est-ce que c'est cette petite entaille? C'est que on touche à rien. Mais sous certaines conditions, certains présidents d'université, certaines universités pourront recruter en dehors de la qualification. D'accord? Donc c'est pas un affaiblissement brutal du CNU, c'est pas une suppression du CNU, c'est un petit affaiblissement du CNU. D'accord? Alors, pour expliquer ce petit affaiblissement, la seule image que j'ai trouvée qui fonctionne assez bien, c'est comme si on permettait aux conducteurs de déroger à l'alcotest. D'accord? On continue à faire passer l'alcotest à tout le monde, sauf pour certains conducteurs qui auraient droit de ne pas souffler.
Donc, vous voyez, on continue une forme de régulation, mais pas partout. Il y en a certains qui pourront conduire ivres, quoi. Voilà. Et ça, c'est exactement ce que permet cette mesure, c'est que ça va permettre à certains établissements de conduire ivres, c'est-à-dire de recruter sans le niveau minimal que garantit la qualification. Bon, il y a ça, et puis après, il y a évidemment un grand jeu de pouvoir national qui est-ce que le CNU va se laisser faire? Parce que si le CNU se laisse faire et accepte qu'on affaiblisse son pouvoir, alors ça veut dire que le CNU est devenu faible et que donc on va pouvoir continuer à affaiblir son pouvoir et qu'on sera moins obligé d'écouter ses recommandations sur le reste de la politique nationale. Mais c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut le voir. C'est-à-dire que pour un candidat, ça ne change rien. Vous allez devoir passer la qualification. D'accord? Les cibles des dérogations à la qualification, c'est pour devenir professeur des universités et c'est pour les chercheurs étrangers ultra visibles qui peut-être vont avoir un prix et que donc on va essayer de débaucher quelques années avant qu'ils aient ce prix pour que ce prix revienne à l'établissement. Donc c'est pas du tout, sauf si vous êtes un chercheur étranger renommé et visible à l'international, ça ne vous concerne pas. D'accord. Donc en fait, le CNU en fait est à peu près maintenu dans ses fonctions, mais on permet un système dérogatoire pour toujours cette logique d'attractivité internationale et essayer de recruter les grosses stars, les pointures qui seraient éventuellement intéressées d'être recrutées à l'université de Pau. D'accord. C'est effectivement ça. En sciences humaines et sociales, ça paraît une fois de plus, ça paraît assez une fois de plus en sciences humaines et sociales. À côté de la plaque, si ce n'est plus. Après, je voudrais faire une critique qui est pas la mienne, hein, parce que je suis plutôt favorable quand même au Conseil national des universités. Mais quand on prend un peu de recul international, pourquoi le doctorat ne suffit pas? Le doctorat délivré par une université quelconque, pourquoi il ne suffit pas? Parce que moi, quand j'explique à des collègues étrangers ce qu'est le CNU, ils me disent mais qu'est-ce que c'est que ça? De quel droit une instance étatique vient derrière un jury souverain, universitaire, s'exprimer et dire toi tu as le droit d'être recruté ou pas, alors que dans son pays, n'importe quelle personne qui a un doctorat peut être recrutée. Donc ça, c'est ma critique par rapport au CNU, parce que je crains que ce genre de critique que je fais là, l'absence de compréhension de ce système qui, comme vous le dites, est à moitié étatique, administratif, et à moitié local, composé d'universitaires, même si le CNU est composé d'universitaires, hein, c'est pas ce que je dis, hein, mais je vois bien. Non, mais alors il y a deux choses. Est-ce que ça aurait pas le mérite de clarifier la situation et de se dire ah bah là comme ça tranquillement on y va et puis même on peut aller dans le localisme si on veut à terme. Voilà, je veux dire, pour qu'il y ait une sorte de visibilité du recrutement. Voilà. Alors deux choses. D'abord, le doctorat suffit absolument pas pour être recruté. Le collègue étranger, c'est pas parce qu'il a eu un doctorat qu'il a été recruté, c'est parce qu'il a passé un concours et qu'il s'était castagné avec d'autres personnes et qu'on l'a choisi lui et pas d'autres, d'accord? Donc c'est-à-dire que le filtre vient pas du doctorat, le filtre vient du concours. Et la question, c'est quel concours on organise, d'accord? Donc le collègue étranger, il est pas professeur des universités, il est professeur de telle université. Il est professeur de Harvard, hein, on parle toujours de Harvard, mais voilà, les autres on les connaît pas en fait, mais la plupart des professeurs ils sont dans des universités qu'on ne connaît pas. Il est professeur d'une université qu'on ne connaît pas, d'accord? Alors que nous on est professeur, pas moi, je suis maître de conférence, mais les professeurs en France, ils sont professeurs des universités et ils sont fonctionnaires de l'État français, d'accord? Donc la question, c'est celle-là. C'est la question que pose cette mesure et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que les chercheurs, les enseignants-chercheurs sont des fonctionnaires de l'État? Est-ce qu'ils servent l'État? Ou est-ce qu'ils servent leur établissement? Ça, vous voyez bien que ça va tout changer. C'est-à-dire que moi, à l'université de Strasbourg, si je dois servir l'État, je vais servir l'État un petit peu pareil que si j'étais à l'UHA. Par contre, si je suis plus du tout un fonctionnaire national, que je suis un employé de l'université de Strasbourg, alors ma façon d'enseigner et de chercher va être très très différente de celle de l'UHA. Parce que les priorités d'établissement ne sont pas les mêmes. Vous voyez, donc c'est ça la question qui se pose, c'est quel est le périmètre
de la recherche française. Est-ce que c'est une recherche française ou est-ce que c'est une recherche de l'Université de Strasbourg? Alors, le président de l'Université de Strasbourg, lui, dit bah, moi, je veux que ce soit une recherche de l'Université de Strasbourg. Et c'est bien naturel. C'est-à-dire que lui, ce qu'il veut, c'est d'avoir des chercheurs chez lui qui cherchent pour lui selon les stratégies qu'il a choisies, lui. Et on ne peut pas lui reprocher. C'est normal. C'est son intérêt de demander ça. Est-ce que c'est l'intérêt du citoyen français? Ça, c'est moins évident du tout. Est-ce que c'est l'intérêt du dirigeant français? Ben, ça, c'est aussi une question. Est-ce que le dirigeant français, le ministre français de l'enseignement supérieur et de la recherche, a intérêt à avoir des gens qui servent le pays, ou est-ce qu'il a intérêt à avoir un contact avec des présidents d'université qui lui-même a des gens qui servent les universités? Vous voyez, donc c'est une question profondément d'organisation de l'État et de qu'est-ce que c'est la recherche dans un État. Alors, une question tout à fait basique, concrète, pour tout le monde. Comment on va être recruté donc à l'avenir? Selon quelle modalité? Alors, on a vu que la modalité CNU, passage par la qualification CNU, concours derrière, etc., ça va pas disparaître, ok? Mais quelles sont les autres possibilités, y compris si on prétend être une star internationale dans son domaine à la sortie du doctorat? Okay. Alors, globalement, ça ne va rien changer. D'accord? Globalement, ça va continuer comme avant. Et là, ça c'est je vais pas le répéter 50 fois, mais je pourrais le répéter à toutes les phrases, et c'est le truc le plus important à comprendre autour de cette LPPR, c'est que elle ne change rien alors qu'elle aurait dû changer. C'est-à-dire qu'on est face à une situation qui est grave, qui est difficile, qui est dangereuse au niveau de la production scientifique mondiale, et qui est devenue dangereuse et désagréable pour les jeunes chercheurs, et notamment les jeunes chercheurs en SHS qui sont dans la précarité pour une grande part, ce qui n'est pas tolérable. Et cette loi aurait dû changer ça. C'est-à-dire qu'elle est restée insensible à des vrais problèmes, à la fois scientifiques et à la fois sociaux, et elle n'a rien fait pour modifier ce truc-là. D'accord? Donc ça, c'est une faute impardonnable de la part du ministère, de la part des législateurs et de tous les gens qui ont participé à cette loi. Une fois que ça s'est dit, en réalité, qu'est-ce que c'est les grands mouvements qui vont modifier les pressions dans les concours? C'est la démographie. C'est-à-dire l'âge de départ à la retraite, le nombre de naissances 25 ans avant. Alors là, vous avez des explications massives sur les taux de pression au concours. Tout le reste, leur loi, ça joue à la marge. Donc ça veut dire que cette loi-là, elle va aussi jouer à la marge, et elle va rien changer. D'accord? Il n'y a pas de rupture. Maintenant que ça s'est dit, qu'est-ce que c'est les nouvelles façons de recruter proposées dans cette LPPR? Alors, avant, il y a un maître de conférence, vous passez votre thèse, vous passez la qualif, vous allez vous fighter dans un concours où il y a 85% d'échecs, et si vous faites partie des 15% les plus chanceux, vous devenez, comme moi, fonctionnaire de l'État, et vous avez un poste à vie avec pratiquement aucune prime. Donc ça veut dire pratiquement personne qui peut vous agiter une carotte pour vous faire bosser d'un endroit à l'autre. Et puis, si vous avez commencé votre carrière en faisant de l'informatique et que finalement vous préférez vous intéresser au système d'enseignement et de recherche, eh bien vous pouvez le faire parce que vous êtes libre et indépendant. Et ça, c'est vraiment la plus belle des choses que vous avez dans ce métier. D'accord ? Ça, vous pourrez continuer à le faire, toujours avec le même niveau de pression. La nouveauté, les deux nouveautés qui sont prévues dans cette loi, c'est d'abord les chers professeurs juniors et ensuite les fameux CDI de mission scientifique. Voilà. Alors, l'idée des chers professeurs juniors, c'est de dire qu'au lieu de passer un concours et de devenir maître de conférence, vous allez vous rapprocher de quelqu'un qui a de l'argent et qui va vous proposer un contrat de 3 à 6 ans dans lequel vous allez avoir entre les pouvoirs d'un maître de conférence et les pouvoirs d'un professeur des universités. C'est-à-dire que typiquement, vous allez pouvoir encadrer des thésards, et d'ailleurs, on va probablement vous donner de l'argent pour recruter des thésards directement. Et dans 3 à 6 ans, on discute. Et on voit, est-ce que vous avez rempli les objectifs qu'on avait fixés? Et si vous avez rempli les objectifs que vous avez fixés, alors vous devenez automatiquement professeur des universités sans passer par la case maître de conférence.
Alors, l'idée, c'est cher. Elles ont été annoncées, un coût à 150 par an, un coût à 300 par an, un coût à 400 par an. Donc, on ne sait pas combien il va y en avoir. Elles vont probablement être contrôlées par le haut. Hein, c'est-à-dire que ce ne sera pas les candidats qui créeront leur chaire, ça sera l'État qui décidera d'avoir des chaires pour professeurs juniors dans telle discipline, en tel nombre. La grosse différence avec maître de conférence, c'est que moi, si j'avais une chaire professeur junior avec le parcours que j'ai aujourd'hui, clairement, j'aurais été viré. C'est-à-dire qu'arrivé au stade où je suis à l'heure actuelle, on m'aurait dit attends, Julien, on t'a demandé de faire de l'intelligence artificielle là, et tu travailles sur les réformes de la recherche. On s'en fout, c'est pas ça qu'on t'a demandé de faire, donc il faut partir, d'accord. Il y a toutes les mécaniques de harcèlement risquent de prendre de l'essor là-dessus. C'est-à-dire que je veux dire, si vous êtes en chaire professeur junior et que vous parlez mal à celui qui va contrôler votre recrutement final, vous allez arriver, selon l'âge où vous avez commencé, mais entre 35 et 40 ans, en gros, hein, entre 35 et 40 ans, il y a une paire de personnes qui vont pouvoir décider de pas vous renouveler. Et en vous renouvelant pas, ce que vous faites, c'est que vous perdez tout. C'est-à-dire que là, vous avez commencé à investir votre vie dans une thèse qui a probablement été longue, puis dans des post-docs qui ont été longs aussi, puis vous devenez cher professeur junior, puis là, vous arrivez à 40 ans et à l'issue des 3-6 ans, on vous dit, ben non, en fait, vous n'avez pas donné satisfaction, il faut partir. Vous avez 40 ans, vous avez uniquement une expérience académique et vous n'avez plus rien. Je peux vous dire qu'on ne va pas trop déconner. Donc, c'est-à-dire que les chers professeurs juniors, qu'est-ce que c'est? C'est un outil d'affaiblissement des libertés académiques. Et dans quel objectif? Qu'est-ce que c'est la puissance des chers professeurs juniors? Et qu'on va retrouver dans celle juste après. C'est que si vous voulez aller vous bastonner sur le grand marché de la performance scientifique, ce qui veut dire que vous allez vous confronter aux Chinois, aux Américains qui mettent 10 fois plus de pognon que vous dans cette compétition. Et il va falloir produire plus qu'eux, c'est-à-dire publier plus qu'eux. Vous avez deux façons d'y arriver. Soit vous mettez autant de pognon qu'eux, soit vous trichez. C'est-à-dire que vous encouragez vos chercheurs à tricher dans la façon dont ils publient. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, des façons de tricher, il y en a plein. Hein. On les connaît, les inconduites scientifiques. Ça va être pas bien vérifier ses résultats, pas prendre le temps de publier ses données. Ça va être d'exagérer un petit peu la portée de ses travaux. Voilà, vous avez fait un petit truc sympa, mais au lieu de dire bah, j'ai fait un petit truc sympa que vous n'allez pas être publié, vous dites oh, alors là, ou brèche majeure dans la science que je viens d'ouvrir dans cet article que vous allez absolument accepter. Puis le même travail, je vais le découper en 3, 4, 5 fois, donc 3, 4, 5 articles, etc. Et là, vous allez pouvoir faire monter les indicateurs de performance de votre établissement et donc faire monter votre établissement dans les classements internationaux. Moi, maître de conférence, ce système-là ne m'intéresse pas, donc je ne publie pas, et je ne publie pas dans des grandes revues et compagnie, je diffuse mes travaux sur mon blog, d'accord? Si j'étais en chaire professeur junior et que je risquais de tout perdre à 40 ans, je vous garantis que je ne ferais pas ce pari-là, d'accord? Je ferais bien attention d'avoir un beau H-index et d'avoir un beau dossier scientifique de telle façon à ne pas risquer de tout perdre à arriver à la moitié de ma vie. Le même système, on le retrouve dans les CDI de mission. Alors, l'idée du CDI de mission, c'est pas tant pour les enseignants-chercheurs, c'est plutôt pour les ingénieurs de recherche, hein, donc qui font de la recherche, mais plutôt bon, voilà, côté ingénierie. Et alors, l'idée des CDI de mission, c'est que c'est un CDI qui s'arrête quand le financement s'arrête. C'est-à-dire quand le financeur décide d'arrêter le financement. Et là, on retrouve la même logique. C'est-à-dire que si vous avez un petit peu des sous, moi je suis mandarin de mon équipe, d'accord, j'ai un peu des sous, je recrute quelqu'un en CDI de mission, j'ai de quoi le payer pendant 18 mois, on va dire, et pendant ces 18 mois, je vais le charger de trouver de nouveaux financements.
Donc pendant ces 18 mois, il va répondre à des appels à projets. Et puis s'il décroche son appel à projet, bah alors il se finance lui-même, donc il peut rester. Et puis s'il décroche pas, eh ben, son contrat s'arrête naturellement à la fin de son financement. Et comment on fait pour décrocher des appels à projets? Bah, quand on a des taux de pression démentiels comme à l'ANR, vous pouvez pas vous permettre d'y aller en disant je suis gentil, j'ai une idée sympa, allez-y, financez-moi s'il vous plaît. Ça marche pas. Vous êtes obligé de dire que vous êtes en train de faire une brèche majeure dans votre science et donc en fait de faire des inconduites scientifiques. Et ensuite, pour arriver à avoir ce projet, bah, il vous faut un gros dossier scientifique. Hein. Au plus vous avez publié, au plus on va vous permettre de publier. Hein. C'est mécanique classique de l'effet Mathieu. Et donc, vous allez vous débrouiller pour avoir un dossier scientifique qui est au moins aussi équivalent des autres, voire un petit peu plus. Et pour se voir un petit peu plus, bah, vous allez faire des inconduites scientifiques. Donc, vous voyez, là, on commence à avoir une forme de logique. C'est-à-dire que si cette loi, c'est une loi d'inconduite scientifique, qui met en place des nouveaux dispositifs qui collent la pression aux chercheurs pour qu'ils publient à tort et à travers au lieu de publier des choses de façon sereine et des choses auxquelles ils croient intimement, alors je comprends cette loi. Sinon, si c'est pour le reste, je comprends pas quoi. Quand on m'a expliqué que les CPJ c'était bon pour l'égalité homme-femme et particulièrement les femmes parce que ça donnait un statut plutôt dans la vie et que donc ça permettait de faire des enfants. Enfin, faire des enfants pendant une chaire professeur junior, on risque de tout perdre si on n'a pas été à fond pendant 6 ans. Ça me paraît complètement délirant, quoi. Mais voilà. Alors le recrutement suscite donc beaucoup de réactions et beaucoup de questions. Alors, on va peut-être pas revenir sur la chaire de professeur junior puisque vous avez bien expliqué ce que c'était, le CD de mission aussi, mais peut-être alors venir juste sur un point de détail. Comment on postule à ça alors? Comment se passe concrètement le recrutement donc pour une chaire de professeur junior ou pour un CDI de mission concrètement? Puisque vous nous avez dit qu'en fait, il y aura 150 postes, par exemple, chez un professeur junior ou 300 qui seront débloqués, mais en définitive, ça va être l'État qui va truster ça et parce que parce que moi j'ai confiance quelque part. Moi je me dis toujours j'ai confiance dans les universitaires. Si c'est eux à la fin qui organisent le truc, même si la procédure est viciée. Sauf que là, si en plus la procédure est viciée, mais que c'est en définitive soit le privé, soit l'État derrière, qui en fait donne le droit d'entrée, il y a même plus en plus d'assurance de la qualité d'ailleurs scientifique de la personne. Il suffit d'être, je sais pas, si je travaille sur j'en sais rien, sur l'alimentaire, j'en sais rien, je travaille sur l'alimentaire, je sais que par exemple il y a des chaires de droit de l'alimentation, etc. Si j'ai Danone derrière moi, j'ai beau être le plus mauvais chercheur de la Terre sur la question et d'avoir une éthique extrêmement douteuse pour reprendre une question de Fatou Bafai dans le chat, je pourrais être recruté alors, en étant mauvais, parce que j'ai un réseau professionnel, parce que j'ai Danone derrière moi, etc. Est-ce que vous pouvez revenir juste sur le côté concret, comment on devient professeur junior et comment on prend des missions pour répondre un petit peu à toutes les questions que ça suscite dans le chat et après on finira sur l'HDR. Voilà. Alors concrètement, on ne sait pas comment ça va se passer. Les chaires qu'on a eues à l'heure actuelle, parce qu'on en a déjà, en fait, ils présentent ça comme une nouveauté, mais ça fait déjà, je veux dire, le CNRS l'a déjà fait, l'INSERM l'a déjà fait, et l'université fait déjà ce type de chaire professeur junior, et d'autres universités le font aussi. Hein, je veux dire, même Clermont-Ferrand fait ses propres chaires, donc il y a absolument rien de nouveau là-dedans. En gros, ça va être le même type de circuit. Plutôt du côté privé qu'on va retrouver, c'est-à-dire que si votre directeur de thèse vous apprécie et qu'il a l'opportunité de choper une chaire professeur junior, alors il va pouvoir vous la réserver, d'accord, quasiment. Alors après, ça va être un petit peu à la concurrence, c'est-à-dire que si vous avez un collègue à côté de vous qui est plus qui est plus fort que vous, peut-être qu'il va vous l'appliquer. Et puis peut-être que votre directeur de thèse, s'il vous apprécie vraiment, il va mettre plus d'efforts pour avoir une chaire professeur junior que si en fait il vous apprécie pas trop et puis il trouve que vos travaux sont pas très bons. D'accord? Donc il va y avoir évidemment des recrutements qui sont ciblés comme ça. Et puis après, il va y avoir des gens aussi
qui attrape une chaire professeur junior parce que il bosse dans l'IA et parce que l'État a décidé, il y a 2 ans, il y a eu, je sais plus moi, je sais plus si c'était 20 ou 40 bourses pour travailler sur l'intelligence artificielle juste à l'université de Grenoble. On peut pas trouver autant de personnes sur cette thématique-là sur un si petit endroit. Donc à ce moment-là, on va faire circuler l'information et puis on verra bien à qui ça arrive et on verra bien qui s'y postule. Donc voilà, l'ouverture va très probablement dépendre du vivier, de qui a eu la bourse, de pourquoi elle est faite et compagnie. Pareil que les offres de postdoc et que pas mal de bourses de thèse, ni plus ni moins. Voilà. Ce qui est certain, c'est que toutes les obligations liées au concours de maître de conférence n'existent plus. Alors là, il y aura plus haut d'obligations, c'est plus dans Galaxy, c'est plus dans tout ça, quoi. Voilà. Tout ça, ça saute. Ok. D'accord, donc effectivement, ça laisse les coups des franches pour échapper à ce qui, pour moi, est l'essence de l'université, c'est-à-dire le dialogue et le contrôle par les pairs, quoi. Ça permet de... Ça veut surtout pas dire que les candidats sont mauvais, quoi. C'est-à-dire que Oui, le système est quand même régulé et là on est arrivé à un point où, si vous voulez, on a le choix au recrutement entre des excellents et des excellents. Alors les maîtres de conférences qu'on recrute aujourd'hui, ils ont des dossiers qui sont plus lourds que les professeurs qu'on recrutait il y a 10 ans. quand je disais un mauvais chercheur, c'était à dessein et c'était caricatural parce qu'il y a eu des scandales en Suisse, par exemple, sur des chaires financées par Nestlé, de chercheurs qui n'étaient pas les meilleurs de leur catégorie, mais qui, par contre, étonnamment, étaient proches des intérêts de Nestlé et validaient des analyses qui étaient très favorables à l'industrie agroalimentaire de manière générale. C'est dans ce sens-là que je dis ça, parce que j'ai pas de doute, effectivement, que les... Qu'on soit bien d'accord, le seul et unique intérêt de faire financer directement, de façon ciblée, l'enseignement supérieur et la recherche, que ce soit au travers des formations, des fondations, des chaires, des appels à projets et compagnie, il n'y a qu'un seul intérêt à ça, c'est d'affaiblir les libertés académiques, que ce soit en termes de choix des disciplines et des sujets sur lesquels on va travailler, ou sur l'aboutissement des travaux et la production des connaissances qu'il y a derrière. Si le but, c'est de laisser les chercheurs libres, alors c'est par l'impôt qu'il faut passer. C'est par l'impôt et les dotations récurrentes et les concours de la fonction publique. Donc à chaque fois qu'on est en train de dire il faut un peu moins d'impôts et un petit peu plus de financement par le privé, on est en train de dire il faut des chercheurs un petit peu moins libres. Donc à partir de là, oui, je veux dire, il va y avoir des scandales à la Nestlé, mais il y en a déjà. Et puis le système public de pleine liberté est pas non plus à l'abri des scandales. C'est-à-dire qu'on sait très bien aussi qu'il y a des chercheurs qui, pour des raisons de conviction intime ou d'ego, vont pousser des thèses qui ne tiennent pas la route, alors qu'il n'y a rien qui les oblige à le faire. Voilà, je veux dire, les systèmes de pression, ils sont multiples. À chaque fois qu'on sort du système traditionnel de financement par l'impôt, on favorise un nouveau système de pression. Mais ça n'est jamais qu'un tout petit curseur qu'on déplace d'un côté ou de l'autre. C'est toujours que des tout petits curseurs qui se déplacent. Alors, toujours dans la question du recrutement et de la carrière de manière générale, alors là plus pour les jeunes docteurs et les jeunes docteurs recrutés, quel est l'avenir de l'HDR, donc de l'habilitation à diriger les recherches en l'état avec la LPR actuellement, ou est-ce que la LPR n'y touche pas, et quel est en tout cas son avenir à moyen terme d'après vous? C'est pareil, cet HDR, alors comment ça fonctionne, maître de conférence, professeur? Donc il y a plusieurs systèmes de carrière universitaire à l'échelle mondiale. Il y en a 3 en réalité. Il y en a 3. Le système français, c'est un système pyramidal, c'est-à-dire qu'on est recruté assez jeune, assez tôt, mais il y a un deuxième étage, c'est-à-dire qu'on devient maître de conférence. Et pour pas perdre la motivation, pour continuer à entretenir une forme de concurrence, il n'y a que la moitié des maîtres de conférence qui vont devenir professeurs. Et donc, il faut continuer à bien travailler pour arriver à devenir professeur. Donc, c'est pyramidal. Voilà.
plusieurs étages comme ça. Le système anglo-saxon, c'est le système plutôt à ténure, on appelle ça, c'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est qu'on va on va vous choisir pour devenir permanent, mais avec une période d'essai de 3 à 6 ans. Donc ça, c'est l'équivalent des chers professeurs juniors. Et après, on a le système qui est plutôt le système germanique, qui s'appelle le système du survivant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un énorme bassin de gens qui vont se fighter pendant très longtemps. Et puis de temps en temps, hop, il y en a un qui aura droit à devenir professeur et lui, il va être très très bien payé et il va avoir énormément de pouvoir. Donc ça veut dire qu'il y a très peu de prix, mais des prix énormes. Vous voyez, donc c'est pour faire en sorte qu'il y ait quand même beaucoup de candidats au jeu. Donc c'est des différentes façons d'organiser les choses. Quand on regarde les CPJ, quand on regarde plutôt la qualification et la HDR, c'est des systèmes de régulation d'un système pyramidal. C'est-à-dire la qualification permet de rentrer au premier étage et l'HDR permet de rentrer au second. Et quand on regarde les chers professeurs juniors, c'est un système qui appartient au système atténueur. Donc c'est un autre système. La question qui est en train de poser la LPPR, hein, c'est est-ce qu'on arrive à faire cohabiter plusieurs systèmes comme ça? Alors, personne ne l'a jamais fait. Personne ne l'a jamais fait parce que c'est probablement voué à l'échec et probablement extrêmement stupide comme idée. Mais là, voilà, on a un beau terrain d'expérimentation. C'est peut-on mélanger un système pyramidal, un système à tenir et un système à survivant, hein, parce que quand on regarde les CD de mission, c'est plutôt un système à survivant. Donc voilà, mettons tout un petit peu au milieu et puis mettons autour de la table, surtout, ça c'est très intéressant, mettons autour de la table dans l'équipe pédagogique un maître de conférence qui a 192 heures de service d'enseignement, mais qui est obligé de faire 50 à 60 heures d'heures complémentaires pour faire tourner les formations, et donc dans un système pyramidal hein, pour devenir professeur, et quelqu'un qui est dans une chaire professeur junior, qui a que 64 heures d'obligation, qui ne fait pas d'heures complémentaires et qui a son doctorant et du matériel de financer de base pour accéder au même poste de professeur. Donc mettons-les autour de la même table et puis voyons si ça se passe bien. Je ne pense pas. Ce que vous venez de dire rejoint parfaitement notre question suivante dans un aspect plus général sur le milieu de la recherche, enfin l'impact général sur le milieu de la recherche de cette loi. Et la première question, c'est effectivement le but de cette loi, c'est bien de rehausser la compétition, et ça rejoindrait du coup ce qu'a dit le PDG du CNRS sur le darwinisme de la recherche, avec une compétition entre les chercheurs pour avoir des crédits récurrents, mais pour avoir aussi des projets. Bien sûr que c'est déjà le cas, mais j'ai l'impression que le but, c'est de renforcer cet état de fait. Alors, qu'est-ce que c'est le but de la LPPR? C'est très dur à savoir, hein, parce qu'elle est tellement inconsistante. C'est tellement une collection de petites demandes à droite à gauche, tellement mal expliquées et mal défendues, que on peut vraiment pas comprendre ce que c'est son objectif. Alors ça, c'est très important à comprendre parce que ça garantit le fait qu'elle va échouer. Alors, comme personne n'a compris ce que c'était l'objectif, j'ai essayé de faire un projet sans définir l'objectif. Vous allez voir où c'est que ça va, quoi. Ben voilà, là, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Que dans le logiciel, comme on dit, des rédacteurs de la loi et que la compétition soit au cœur voilà, des préoccupations et des valeurs, ça c'est certain. C'est-à-dire que non seulement ils l'ont dit, mais en plus c'est extrêmement étudié. Hein. Allez voir les travaux de Christine Muslin là-dessus, elle est extrêmement claire. C'est-à-dire qu'il y a une rupture de valeurs entre les universitaires de base et les universitaires managers dirigeants. Les managers dirigeants ont beaucoup plus d'attrait pour la compétition et la performance que les universitaires de base. Alors évidemment, comme ils se sentent vainqueurs de ce système-là, ils ont tendance à penser que c'est un bon système, puisque c'est un système qui les a mis à la place où ils sont. Donc, je dirais, ils ne vont pas critiquer le système qui leur a permis de réussir. C'était ce que je vous disais en intro, c'est-à-dire qu'on a réuni des gagnants du système actuel et on leur a demandé ce qu'ils voulaient et ils ont répondu on veut plus de pouvoir. Et on leur a donné plus de pouvoir.
qu'est-ce qu'ils vont en faire? Est-ce qu'ils vont vraiment réussir à s'en servir? Honnêtement, j'en doute. C'est-à-dire que la loi, que les gens qui ont rédigé la loi adorent la compétition scientifique, ça c'est un fait. Que les CPJ, les CDI de mission, les ANR, tout ce qui est financement compétitif, hein, comme on dit, ça encourage à la compétition et donc en fait ça encourage aux inconduites scientifiques et que ces inconduites scientifiques soient perçues comme quelque chose de positif parce qu'elles permettent de monter à peu de frais dans les classements internationaux, ça aussi c'est certain. Que ce soit l'effet qu'on atteint grâce à cette loi, ça par contre c'est pas sûr du tout. Ça c'est pas du tout certain que tout ça fonctionne. Effectivement. Après, ça reste les chercheurs derrière qui font, comme vous le disiez plus tôt, qui font comme ils ont prévu de faire leur projet finalement. Mais après tout ça, cette recherche sur projet, ça a aussi un impact sur d'autres aspects de la recherche en fait et sur d'autres postes, en particulier les ingénieurs de recherche et les BIATS. Est-ce que ces postes-là sont impliqués, mentionnés dans la LPR? Alors les BIATS assez peu, les ingénieurs de recherche, c'est vraiment cette histoire de CDI de mission. Qui pourrait éventuellement s'appliquer. Donc ouais, dans les ingénieurs, il y a aussi, enfin, les ingénieurs font partie des BIATS aussi. Hein. Donc voilà, très peu de choses. Essentiellement, ce qui va toucher, c'est le protocole d'accord sur les rémunérations. C'est-à-dire qu'autour de la LPPR, et pas dans la LPPR, hein, autour de la LPPR, il y a la question des rémunérations des personnels de la recherche, qu'on est en train de changer notre système de rémunération, évidemment en figeant notre salaire récurrent et en mettant en place des systèmes de primes. Donc ces primes, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les BIATS. Hein, c'est des compléments de salaire qui sont indispensables pour vivre décemment. Donc là, il va y avoir un impact dur. Cet impact, en réalité, on n'a pas attendu la LPPR. Hein. Ça fait des années qu'on réforme. Vous allez voir, c'est un truc qui s'appelle le RIFSEP, RIFSEP et PPCR. Ça fait des années qu'on est en réforme des systèmes indemnitaires des personnels administratifs des universités. Bon, ça va continuer. Là encore, cette loi, elle aurait dû dire, bon, on est en 2020, ça fait 20 ans qu'on essaye de faire un truc et ça marche pas. Les autres pays à côté qui ont fait le truc qu'on essaye de faire nous, ils sont tous en train de se planter les uns après les autres. Donc profitons, voilà, on se calme un petit peu et puis on regarde les choses en face. Et puis peut-être que si on sortait du grand plan qu'on a défini il y a 20 ans, peut-être que ça pourrait avoir des effets positifs. Sortir de ce grand plan, il est extrêmement simple, c'est on supprime toutes les primes, on dégèle le point d'indice et on recrute qui on a besoin de recruter sans serrer les vis inutilement. Ça ne veut pas dire qu'on recrute n'importe qui de façon sauvage. Ça veut dire qu'on arrête de ne pas recruter quand on a besoin de recruter. Et en ce moment, on a besoin de recruter et on a des candidats pour venir occuper les postes dont on a besoin. Donc voilà, en fait, on arrête les conneries de performance et de compétition et on revient à un service public qui a des besoins et on répond à ces besoins. Voilà, cette loi avait fait ça s'écrivait en 2 lignes et tout le monde aurait un moral au top et on aurait tous de l'espoir dans l'avenir, quoi. Mais bon, c'est pas pour cette fois, quoi. Ça rejoint une des questions qui est dans le chat, c'est finalement cette loi en privant la recherche et l'université et l'enseignement supérieur de bonnes conditions de travail. Est-ce que déjà quel va être l'impact sur les formations et est-ce que derrière il n'y a pas aussi cette idée d'arrêter cette exception à la française qui est l'accès à l'université pour tous? Parce qu'avec la loi Bienvenue en France déjà, puis maintenant finalement l'arrêt d'embauche, c'est la mort de certaines formations sans embauche d'enseignants-chercheurs. Est-ce que derrière on peut pas? J'avais lu mais alors ça c'était il y a longtemps, c'était en février après les rapports, que l'idée était aussi d'augmenter les frais d'inscription. Donc finalement, est-ce qu'on ne vient pas à ça?
Alors, c'est pas une question qui est posée directement par l'LPPR, mais qui aurait dû être posée par l'LPPR, mais qui apporte quand même un petit bout de réponse à ce truc-là. C'est qu'est-ce que c'est notre système d'enseignement supérieur et de la recherche? Qu'est-ce que c'est l'enseignement supérieur? Qu'est-ce que c'est la recherche? À quoi ça sert? Et donc comment on le gère? Quand on regarde Parcoursup, et la loi de réforme du lycée général, c'est extrêmement clair. L'enseignement supérieur cherche à stratifier la société, c'est-à-dire décider qui va avoir un emploi et à quel revenu. D'accord? Si vous acceptez ça, alors vous avez une explication extrêmement claire de ce à quoi sert Parcoursup. Alors là, vous pouvez aller voir Emmanuel Todd. Emmanuel Todd est très clair là-dessus, c'est-à-dire qu'il montre qu'on a eu une inflation de montée en qualification des pays occidentaux, et puis que là, on commence à arriver à une stagnation éducative. Au niveau des bacheliers, depuis les années 90 en France, on n'a pas d'augmentation du nombre de bacheliers. C'est-à-dire qu'on a réussi à mener la proportion maximum de ce qu'on arrivait à faire dans une classe d'âge, et on n'arrive pas à aller plus loin. Et on a beau changer tout ce qu'on veut au niveau de l'éducation, ben, on n'y arrive pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas à l'avenir. Ça veut dire que pour l'instant, on n'y arrive pas. D'accord? On est à 75%, on voulait atteindre 80%, on y est arrivé par une petite pirouette de Blanquer à 80%, mais on stagne à 80%. La question, c'est une fois qu'on est arrivé à ce plateau, comment on fait pour organiser la société, pour entrer dans le marché du travail? D'accord? Quand vous êtes dans les années 60 et que vous avez une croissance de fou furieux et que vous avez la micro-informatique qui arrive et que vous voyez bien que l'avenir n'est pas à aller gratter la terre pour sortir du charbon, mais à des choses beaucoup plus intellectuelles, et que vous êtes assis sur une population qui est très faiblement éduquée, c'est-à-dire qu'elle est alphabétisée, elle a une éducation de base, mais elle n'a pas d'éducation supérieure. Alors c'est ultra simple. Vous développez l'université, bam, vous envoyez des gens là-dedans, donc vous montez en qualification. En montant en qualification, vous créez de la connaissance, donc vous pouvez avoir de la production économique, et cette production économique, vous pouvez la réinvestir dans l'enseignement supérieur, ce qui va permettre de recréer de la connaissance, donc recréer de la valeur économique, donc réinvestir dans l'éducation. Donc ça, c'est le modèle qui a été adopté par toutes les sociétés occidentales à moitié du XXe siècle, avec énormément d'avance, presque 100 ans d'avance par les États-Unis. En France, on fait ça dans les années 60. Vous regardez les courbes, elles sont hallucinantes, quoi. C'est-à-dire qu'on passe de 5% de bacheliers à 80% de bacheliers en 40 ans, quoi, en une génération. Bam, quoi. Voilà, on fait ça. Puis, crise des années 70, quand même. Là, on commence à avoir du chômage. Deuxième crise, les années 90. On voit bien qu'on va pas pouvoir juste compter sur les sites internet pour faire du pognon, crise de 2008, etc., etc. Donc là, on voit bien que ça fait 20 ans qu'on a beau monter en qualification, on ne crée pas plus de richesse, qui ne crée pas plus de croissance, qu'on ne peut pas réinvestir dans l'éducation. D'accord? Avoir un bac plus 5 aujourd'hui, ça ne vous apporte pas beaucoup plus d'avantages qu'avoir le bac il y a 30 ans. Et ça, tout le monde le sait bien. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait face à ça? Et encore, nous, ça va, on a un peu d'avance sur la réflexion. Mais en Corée, ils sont à 60% d'éducation supérieure. Alors, qu'est-ce que vous faites avec 60% d'éducation supérieure si vous n'avez pas 60% des emplois qui nécessitent de l'éducation supérieure plus tard? D'accord? Donc la question, elle est là. Si on regarde ce qu'on fait à l'heure actuelle, c'est qu'on restratifie les choses de telle façon à ce qu'on freine la montée en qualification de la population pour recréer des gens un petit peu moins qualifiés. Alors, si vous regardez la réforme du DUT, par exemple, c'est extrêmement clair. La réforme du DUT, c'est on arrête les poursuites d'études. Alors, pourquoi on va faire ce truc-là? C'est pour dire, il faut arrêter de monter à bac plus 5. Arrêtez de monter à bac plus 5. Vous voyez bien que ça ne sert à rien pour trouver du travail. Quand vous êtes à bac plus 5, c'est pour trouver du boulot à bac plus 2 ou 3. Alors, arrêtez de faire ça, quoi. Donc, on tripatouille notre système éducatif pour arriver à une meilleure stratification de la société. Alors, évidemment, tout ça, c'est une très courte vue.
Et là, on revient sur ce qu'était la LPPR, c'est-à-dire qu'on aurait très bien pu dire, bon, on voit bien que ce système de montée en qualification seulement pour créer de la valeur économique, ça ne marche pas, donc on arrête. Donc ce qu'on dit, c'est que tous les étudiants, tous les élèves en France, du moment qu'ils arrivent à tenir jusqu'au bac, on leur offre 5 années d'études dans la discipline qu'ils veulent et sans aucune pression pour trouver un emploi. C'est-à-dire que les 5 premières années, pour tous ceux qui le souhaitent, ils apprennent ce qu'ils veulent sans aucune velléité de professionnalisation. Et à la fin de ces 5 années, par contre, vous avez 6 mois d'apprentissage pour aller apprendre un boulot et aller contribuer, produire avec les autres. Donc on aurait pu faire ça. D'accord. On aurait pu prendre ce parti-là, c'est-à-dire de sortir l'enseignement supérieur de cette idée de marché du travail et de production de valeur économique. La LPPR, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que la LPPR, elle aurait pu dire ouais, ce truc de faire de l'innovation, là, ça fait 20 ans qu'on essaye, on voit bien que ça marche pas, que c'est plus comme ça que nos sociétés fonctionnent. Il faut être réaliste, il faut voir que le budget R&D de Amazon est supérieur au budget de la recherche française du gouvernement. Donc à un moment, voilà, quand on a une entreprise qui dépense plus qu'un État qui est première puissance, dans les premières puissances du monde, hein. C'est-à-dire on n'est pas un petit État qui traîne, on est un grand État et pourtant on a une grande entreprise aussi, hein, qui dépense plus que nous et qui dépense pas plus que nous dans un champ aussi large de recherche, mais qui dépense plus que nous pour des trucs très très ciblés. Donc on peut pas aller se fighter avec eux. Donc, on ne va pas non plus aller tricher sur le nombre de publications pour aller faire les guignols sur des classements internationaux. Au lieu de ça, on va repenser les objectifs de notre recherche et on pourrait par exemple dire que la recherche sert à ce que un maximum de citoyens aient une expérience de recherche parce que c'est utile dans la citoyenneté. Donc là, d'un coup, ah ben tiens, ouais, si on faisait plein de doctorats. Là, ça veut dire que là d'un coup, payer des docteurs en SHS pour que plus tard ils fassent de l'innovation dans des licornes et des startups innovantes, évidemment, ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, payer des doctorants en SHS parce que plus tard ça fait de meilleurs citoyens, moi je suis prêt à payer. Vous voyez le truc. Donc toutes ces réformes-là, elles posent cette question-là sans jamais la poser clairement et donc sans jamais y répondre, ce qui conduit effectivement à ce qu'on reste sur les mêmes réponses qu'on avait dans les années 90. Alors, la loi ORE et la LPPR, donc toutes les réformes de l'éducation qu'on a, y compris celle du secondaire, hein, c'est des lois poussiéreuses, c'est des lois qui ont 30 ans, d'accord. C'est des trucs qu'on a essayé de faire il y a 30 ans et que ça n'a pas marché parce que c'était trop contraire aux valeurs françaises. Là, aujourd'hui, les valeurs françaises sont très affaiblies, notamment l'égalité, donc ça passe, donc on le fait, voilà. C'est des vieux qui font, là, qui répètent le même truc, quoi. C'est mon avis personnel, hein, mais ça se vérifie quand même assez bien. Tu voulais prendre la parole, Benoît? Non, je voulais juste sur les derniers propos. C'est votre avis personnel, mais vous êtes là pour ça. C'est-à-dire que c'est aussi ça qu'on veut avoir un avis situé et critique. Mais alors, je vais poser la question brutalement. Y a-t-il trop de doctorants en France, selon le gouvernement, selon la société, selon les entreprises, selon Julien Gossard? Est-ce qu'il y a trop de doctorants en France? Bon, selon, c'est très caricatural. Là, vous nous demandez de caricaturer, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc, tout ce que je vais dire à partir de maintenant, c'est complètement faux. D'accord. C'est voilà. Donc ça, que ce soit clair. Voilà. Maintenant, je vais dire des choses fausses. Je vais inventer. Donc j'invente. Voilà. D'après les entreprises, ouais, il y a trop de docteurs, on comprend rien à ce qu'ils font, ils servent à rien et il ferait mieux de faire des choses un petit peu plus professionnalisantes qui nous serviraient un petit peu plus. Et ils ont raison. D'après l'État, il y a pas assez de docteurs par rapport à nos indicateurs. On est à la ramasse au niveau international, mais par contre, on voudrait pas avoir à tous les payer, puis on voudrait pas que ce soit trop des islamo-gauchistes, hein. On voudrait que ce soit quand même des bons chercheurs, c'est-à-dire des chercheurs qui font de l'IA, hein, essentiellement, éventuellement des nouveaux médicaments, mais pas beaucoup plus. D'après les collectivités territoriales, qui sont de plus en plus importants, il n'y a pas assez de docteurs parce que la région d'à côté a plus de docteurs et que c'est important d'avoir plus de docteurs parce que c'est important le doctorat. Et d'après Julien Gossard, puisque c'est aussi une question,
Moi, j'ai vraiment, je vous l'ai déjà dit, donc ça serait répété, mais j'ai l'intime conviction que tous les gens qui ont envie de faire une thèse devraient avoir l'opportunité de la faire et devraient avoir l'opportunité de la faire de façon rémunérée et dans de très bonnes conditions. C'est-à-dire que si on veut une belle société, je pense que faire un doctorat dans une totale liberté pour chercher exclusivement sur ce qu'on a envie de chercher devrait être mieux rémunéré qu'aller bosser dans le privé. Donc, c'est-à-dire qu'à sortie de bac plus 5, le bon choix économique, ça serait de produire de la connaissance sur ce qu'on a envie de produire de la connaissance. Et par contre, il devrait y avoir un très haut taux d'abandon. C'est-à-dire que au bout de 18 mois, si vous êtes thésard, vous avez senti là, au bout de 18 mois, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je fais dans ma thèse. Puis au bout de 3 ans, c'est même encore plus dur là, arriver sur le quand on est à mi-parcours ou voilà, aux 2 tiers du parcours. C'est-à-dire au moment où on a créé toutes les connaissances dont on avait besoin et que maintenant il faut les formaliser, on ne sait plus trop ce qu'on fait dans le doctorat. En fait, ça devrait être naturel. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir plein de gens qui se lancent dans une recherche, plein de gens qui en fait se rendent compte qu'ils s'y ennuient profondément et ils trouvent pas ce qu'ils veulent et qui vont travailler dans le privé sans que ça pèse ni sur leur morale ni sur leur carrière. Plein de gens qui produisent des connaissances mais que finalement les publier ça les saoule et donc ils arrêtent et ils vont bosser. Et puis très peu de gens qui terminent et qui vont donc faire de la recherche plus tard. Et donc ça permettrait que tout le monde ait une expérience de recherche, tout le monde, un grand nombre de personnes aient une expérience de recherche, ce qui est à mon avis extrêmement positif, parce qu'on sort de la thèse, y compris d'une thèse en échec, on en sort transformé. On en sort transformé dans notre façon de percevoir l'information, de manipuler l'information, de réagir face à une information. Un doctorant ne réagit plus jamais pareil face à une nouvelle information qu'avant qu'il ait commencé sa thèse. Et regardez ce qu'il y a dans la LPPR, il y a un chapitre entier sur les fake news. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va devenir avec les fake news? Si vous voulez arrêter avec les fake news, faites des docteurs. Hein. Les docteurs, ils sont beaucoup moins sensibles aux fake news que le reste de la société. Donc, quelle société on veut plus tard? Encore une fois, c'est ça la question. Alors, je vais conclure avec une dernière question et ensuite on va laisser la parole au public qui a posé déjà pas mal de questions, enfin qui sont en attente, parce que ça rejoint aussi un peu ces choses-là. Finalement, c'est des concurrences entre plusieurs, enfin, de ce que j'ai compris, entre plusieurs systèmes qui veulent s'affronter. L'idée, c'est aussi de donner plus de liberté aux universités, enfin plus d'autonomie. Je sais pas si on peut appeler ça des libertés. Et du coup, ça rejoint ces questions de quels sont, qu'est-ce que ça signifie pour la recherche et l'enseignement supérieur, et surtout la question de cet article, enfin de cet amendement sur les libertés académiques. Alors, je sais qu'il a été retravaillé ensuite et qu'il a été vidé de sa substance, mais il a quand même existé à un moment, et je trouve ça particulièrement inquiétant en fait. Je voulais avoir votre réaction. Alors, on parle de l'amendement comme quoi les libertés académiques s'exercent dans le cadre des valeurs de la République, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, cet amendement, c'était un amendement pour faire plaisir aux chercheurs. C'est-à-dire, on va mettre les libertés académiques dans la loi, ça va montrer que la loi, elle n'est pas que méchante avec les chercheurs et que quand même, on est un peu gentil avec eux. Et sa rédaction, complètement foirée, quoi. Je veux dire, ils ont essayé de faire un truc sympa et ils y sont pas arrivés, ce qui est limite comique. Hein. Enfin, c'est pas comique en plus parce que la sénatrice qui a proposé cette rédaction, elle a très très mal pris la levée de bouclier. Ça lui a fait mal au moral. Elle a pas dû bien dormir après. Donc voilà. Donc il faut vraiment le considérer comme ça, c'est-à-dire une foirade complète. Alors après, pourquoi il y a une levée de bouclier et pourquoi ça pose problème? Alors s'il y a une levée de bouclier, d'abord c'est essentiellement parce que la LPPR commence à bien gonfler les gens et que on voit bien que la LPPR elle est contre les libertés académiques et que là il y avait marqué liberté académique et qu'il y avait un problème dans la phrase. Donc c'est ça qui a généré la levée de bouclier. La LPPR aurait fondamentalement amélioré les libertés académiques, on aurait rajouté cette phrase-là, tout le monde n'aurait eu rien à faire. D'accord? Donc ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Fondamentalement, pourquoi ça pose problème de subordonner les libertés académiques aux valeurs républicaines? Parce que les libertés académiques s'exercent dans une norme de production scientifique qui est beaucoup plus puissante et beaucoup plus lourde que les valeurs républicaines.
Alors, je m'explique. Quand vous êtes en train de faire de la science, vous avez une liberté académique, c'est-à-dire que vous avez le droit de chercher sur ce que vous voulez, comme vous voulez, mais il y a quand même un moment où il faut passer par des normes, et ces normes, elles disent que il faut avoir lu tout ce qui existe, qu'il ne faut pas écrire quelque chose si c'est pas prouvé et sourcé, qu'il faut être intègre, qu'il faut voilà, essayer de se confronter aux autres, à disputatio, c'est-à-dire qu'on va discuter des choses et on va avoir des arguments contre et on va essayer de trouver des arguments pour, et puis on va identifier les limites de notre réflexion, etc., etc., etc. C'est-à-dire que le but de ces normes, c'est d'arriver à faire émerger une forme de vérité. Quand on écrit un article scientifique, on décrit une vérité, on crée une nouvelle vérité. Les valeurs républicaines, c'est pas du tout ça. C'est pas une vérité. C'est un idéal qu'on a décidé qu'on aimerait bien qu'il soit collectif, d'accord. Donc ça veut dire que si jamais je crée une nouvelle vérité vraiment dans les normes scientifiques, hein, c'est-à-dire que ce que je dis c'est bulletproof, quoi, d'accord, c'est inattaquable, mais c'est en dehors des valeurs républicaines. Enfin, c'est contre la liberté, égalité, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? C'est-à-dire qu'on a un truc qu'on sait que c'est vrai, mais c'est contre ce qu'on a décidé comme idéologie commune. Alors du coup, il faut pas que je le dise, ou il faut que je change les conclusions. Vous voyez bien, ça marche pas, quoi. Voilà, ça marche pas. Un petit exemple, mais qui me fait qui me fait rigoler plus qu'autre chose. Mais si on avait gardé ça en l'état, qu'est-ce qu'on aurait fait de tous les travaux en économie orthodoxe qui utilisent comme moteur les inégalités? Alors, je veux dire, les gens décrivent des systèmes qui ne fonctionnent que parce qu'il y a des pauvres et des riches. Et dans nos valeurs républicaines, il y a l'égalité et la fraternité, en plus, rajoutons-le. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il fallait fermer la section CNU et renvoyer tous les économiques orthodoxes dans des banques? Vous voyez, donc ça n'avait pas de sens plus qu'autre chose. Alors, on va passer aux questions du public, de l'assistance. On va reprendre donc les différents points que tout au long du chat ils ont voulu en fait sur lesquels ils ont voulu revenir avec des questions un petit peu plus précises. S'il y a des redites, Julien Gossa, vous le dites et vous dites que vous avez répondu et vous passez si ça vous embête parce que n'hésitez pas. Et moi je voudrais juste faire un petit commentaire général quand même sur ce que vous venez de dire. Je voulais vous remercier parce que vous avez replacé quand même aussi, au-delà de nos intérêts directs en tant que doctorants et jeunes docteurs, à comprendre la LPR et en voyant bien à quel point cette loi est problématique à bien des égards, vous avez bien replacé que c'est aussi une question d'un projet de société derrière. Et pour moi, c'est important. Enfin, ça correspond déjà à mes orientations déjà moi civiques, mais je pense pas être le seul. Vraiment, je vous remercie pour ça de replacer la question de l'enseignement supérieur de la recherche et précisément cette loi dans un projet de société plus global qui dépasse de loin en fait le SR. Et on voit bien que justement il y a des attaques contre l'université qui sont en fait des attaques pour construire une société différente voilà, où nous sommes vraiment pas certains que ce soit une bonne chose d'aller vers cette société-là. Alors, on va revenir sur les questions, donc d'abord générales. Alors, il y a une question tout à fait simple. Est-ce que la LPR est-elle plus adaptée aux sciences dures? Voilà, donc ça serait intéressant de répondre précisément là-dessus, parce qu'à chaque fois, on a ce sentiment qu'il y a des lois de recherche qui sont faites pour les sciences dures et que les sciences humaines et sociales n'existaient pas. Vraiment, on a souvent ce sentiment. Il y a plein de choses qui n'ont même pas de sens et pas d'objet quand on les applique aux sciences humaines et sociales. Donc, est-ce que cette loi est faite pour les sciences dures? Et toujours dans la même veine, une question d'Aurélien Landon. In fine, ne faudrait-il pas faire pression pour scinder dans les statuts de recherche en SHS, enfin scinder les statuts recherche en SHS et les statuts recherche dans les autres disciplines pour garantir nos statuts et permettre donc à la LPR de s'exercer en sciences dures? Cette question n'est pas très claire là, donc je la repose. Ne faudrait-il pas en fait scinder les questions qui s'appliquent aux sciences humaines et sociales et les questions qui s'appliquent aux sciences dures?
Vous avez été coupé, Julien Gossa. Est-ce que c'est une loi de science dure donc j'ai déjà un peu donné des éléments de réponse. C'est une loi de science rentable. Voilà. Alors, qui est probablement plus de sciences rentables dans les sciences dures que dans les sciences humaines, probablement. Et encore, comme je vous disais, ça se discute. Il faut aller voir. C'est peut-être pas si évident que ça. Mais globalement, ouais, c'est une loi de science utilitariste, c'est-à-dire qu'il y a pas un mot. Si, il y a un mot sur la recherche fondamentale pour dire, mais nous n'abandonnons pas la recherche fondamentale. Il y a toute la loi, et puis à la fin, il y a marqué, d'ailleurs pas que la recherche fondamentale, mais les SHS. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a marqué, mais nous n'abandonnons pas les SHS et la recherche fondamentale. C'est-à-dire que les deux sont un peu posés dans ce même paquet de la science qui ramène pas directement de la valeur économique. Voilà. Donc c'est le bon angle, c'est la création de valeur économique, c'est pas un angle disciplinaire. Si vous travaillez en physique, ou voilà, je veux dire, les astronomes, c'est pas sûr du tout que ce qu'ils produisent, ça soit rentable. Et ils vont être pareils sous sous la même, le même type de menace, d'accord? Et l'informatique, ça a l'air hyper rentable, mais il y a plein de recherches en informatique qui sont pas du tout rentables. Donc c'est ça la question. C'est est-ce que c'est rentable ou est-ce que ça l'est pas? Rentable en termes de création de valeur économique ou en termes d'attractivité internationale, c'est-à-dire de je monte dans les classements. En clair, il faut que la recherche rapporte quelque chose à quelqu'un, de façon extrêmement claire. Alors, est-ce qu'il faudrait pour ça faire cession entre les SHS et le reste du monde, ou selon l'autre angle, c'est-à-dire entre recherche rentable et recherche non rentable? Alors, ce qui est certain, c'est que tout le grand mouvement qu'on a fait sur les 15 dernières années allait à l'encontre de ça, allait dans l'objectif de créer des universités qu'on appelle compréhensives, c'est-à-dire qui réunissent sous un même nom toutes les disciplines possibles. À l'université de Strasbourg, vous allez avoir les SHS à côté de la pharmacie. D'accord. Donc ça, c'est un grand objectif des réformes des universités et de la recherche qu'on a fait ces dernières années. Donc ça irait clairement contre ça. De notre côté, moi, c'est une idée qui me séduit énormément. C'est-à-dire que je pense que si, au sein d'une grande université comme l'Université de Strasbourg, au lieu d'avoir des laboratoires disciplinaires, c'est-à-dire un laboratoire de sciences et technologies, un laboratoire de sociologie, un laboratoire de sciences politiques, etc., des laboratoires comme ça étalés, parce qu'ils travaillent sur un même sujet, on avait des laboratoires par type de recherche et non pas par thème de recherche. C'est-à-dire un laboratoire de sciences excellentes qui va se failliter sur Shanghai et qui va faire de la performance à plus savoir qu'en faire. Un laboratoire d'innovation qui va être très très proche des entreprises et produire beaucoup de valeur économique. Et puis un laboratoire, quelle que soit la discipline, pour les gens qui veulent produire de la connaissance indépendamment de tous les autres objectifs. Alors là, on aurait une restructuration interne de l'université qui serait tout à fait intéressante. Et ça permettrait à énormément de collègues, il y a des collègues en SHS, dans des laboratoires de SHS qui veulent aller faire de l'innovation, parce qu'ils ont les moyens de le faire et parce qu'ils aiment ça, et qui n'ont pas les relais dans leur laboratoire. Et il y a des chercheurs en chimie qui n'ont pas envie de faire de l'innovation et qui, au contraire, ont envie de produire de la connaissance en dehors de tout système de pression extérieure. Donc on ferait bien de réorganiser des choses comme ça en interne. Donc, vous voyez, c'est un chantier monumental. C'est-à-dire là, on fait sauter complètement la structuration actuelle de tous les établissements français si on faisait ça. Alors plus intéressant encore, plus finaux, l'Université de Strasbourg se veut excellente et se veut voilà, visible à l'international dans les grands classements internationaux et compagnie. Le problème, c'est que ça, c'est aller jouer sur le terrain de Harvard et surtout de la Chine. La Chine qui a fait x10 sur sa dépense d'intérieur brut en recherche. Quelles sont nos chances de survivre à ce truc-là? Elles sont probablement autour de 0.
C'est-à-dire que probablement tout ce qu'on investit à l'heure actuelle dans l'excellence scientifique visible à l'international, probablement que dans 5 à 10 ans, ça sera un investissement à perte et que, en fait, on sera en queue de peloton parce qu'on n'a pas les moyens de se battre contre des gens aussi forts. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, une université qui ferait le pari de ne pas être dans la compétition internationale et de laisser la liberté complète à ses chercheurs, probablement que dans 5 à 10 ans, elle serait très en haut d'un classement, et un classement très riche et très rare, qui est celui de l'université dans lequel les meilleurs chercheurs se battent pour rentrer. Parce que pourquoi on a plein de gros mathématiciens qui veulent venir en France? Parce que chez nous, on est libre. Et ça, abaisser cette liberté, c'est probablement une erreur stratégique de tout premier ordre. Et alors, c'est un pari dur, hein. C'est un pari très très dur. Mais une petite université de campagne aujourd'hui qui n'est pas du tout très reconnue au niveau recherche, qui ferait une annonce générale comme quoi chez elle, il y a zéro pression à la publication, je pense qu'elle prendrait un boost dans sa production scientifique, mais un truc vraiment impressionnant. Et ce boost, il s'appuierait pas seulement sur le fait qu'elle aurait des très très bonnes publis, mais aussi sur le fait que si, prenons juste la France, ça sera plus simple. Si la France faisait un communiqué international pour dire, bah voilà, LPPR, nous nous retirons de la compétition internationale. Chez nous, les chercheurs français n'auront aucune pression à surpublication. Aucun établissement ne cherchera à être dans un classement international. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tous les chercheurs ralentissent un petit peu sur le rythme de leur publication. On s'écroule immédiatement dans les classements internationaux. Qu'est-ce qui se passe 2 ans après? 2 ans après, un chercheur qui voit passer un papier avec marqué France, il sait que c'est un papier qui a été publié parce que le chercheur avait envie de le publier et pas parce qu'il y a de la pression à la compétition. Donc ça veut dire qu'il va lire le papier. Et ça, qu'est-ce que c'est le grand enjeu en 2020? C'est pas de publier des papiers. On a plein de façons de publier des papiers en payant et compagnie. L'enjeu, c'est que vos papiers soient lus. Et pour ça, vous avez besoin d'une marque de reconnaissance. Donc, c'est-à-dire qu'une université qui dirait je me retire de la compétition internationale, elle deviendrait une marque de reconnaissance scientifique quasi immédiatement. Et en devenant une marque de reconnaissance scientifique, elle aurait des chercheurs qui cherchent non pas la performance, mais qui cherchent la liberté, et qui sont probablement les meilleurs, qui viendraient la voir et qui seraient prêts à bosser pour les salaires qu'on a. Hein. Moi, je gagne 2400 € net par mois. C'est-à-dire que c'est bien, c'est très bien par rapport à beaucoup de personnes. Sur la scène internationale, c'est ridicule. Hein. On soit bien d'accord. Donc, ça veut dire qu'on pourrait embaucher des gens vraiment excellents en leur laissant de la liberté pour très très peu de frais. Voilà. Et alors, le fait que la LPPR rate ça, ça aussi, c'est vraiment une faute très lourde. Bah, merci pour cette question, pour cette réponse. On va passer donc aux questions du public qui concernent toujours le recrutement et les carrières. Je crois qu'on a déjà répondu à la question, mais je la pose quand même. CDI de mission et affaiblissement du CNU. Est-ce que le CDI de mission, c'est l'idée d'un recrutement basé sur le réseau professionnel? Je pense vous avez répondu à ça, mais vous pouvez revenir dessus. On a aussi donc une réaction intéressante. J'ai un pied dans la recherche comme doctorant et un pied dans l'éducation nationale comme prof certifié agrégé dans le secondaire. Mon avenir est-il dans le secondaire? Et donc, voilà, la question, et je vais même aller un petit peu plus loin. Quid des PRCE, professeurs certifiés détachés dans le supérieur, et des PRAC, professeurs agrégés détachés dans le supérieur, parce que certains avaient cru comprendre que la secondarisation du supérieur était une chance pour justement les PRCE et PRAG. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'à venir, on va avoir beaucoup de recrutement dans les disciplines qui le permettent, de PRCE et de PRAG? Alors, sur les réseaux professionnels, oui, assurément, hein, puisque le but, c'est de sortir des concours de la fonction publique. Donc, à partir de là, évidemment, ça renforce les recrutements par réseau professionnel de façon assez évidente. De là à ce que ça devienne la norme, encore une fois, non, certainement pas. Puis je pense que c'est déjà une norme. C'est-à-dire même dans les concours de la fonction publique, vous ne devez pas mettre de conférence si vous n'avez pas montré patte blanche et si on ne connaît pas votre nom à un moment donné, quoi. Pas des parfaits inconnus. Donc bon, encore une fois, ça bouge un peu un curseur, mais ça ne fait que bouger un curseur. Pour ce qui est de la secondarisation, alors il faut faire gaffe. Alors,
il y a deux façons d'utiliser ce terme. La première façon d'utiliser ce terme, c'est de dire donc ce qu'on appelle la secondarisation. Pourquoi, pour ceux qui connaissent pas le terme, c'est que le secondaire, donc le lycée, hein, c'est pas le supérieur. D'ailleurs, dans les normes internationales, on dit pas enseignement supérieur, on dit enseignement tertiaire, secondaire et tertiaire. Donc la question que ça pose, c'est est-ce que on a encore un enseignement supérieur en France qui est donc à l'université un lien fort entre l'enseignement et la recherche, ou est-ce qu'on commence à avoir une secondarisation, c'est-à-dire un post-lycée? Et donc si on a un post-lycée, effectivement, alors pourquoi ne pas prendre des purs enseignants qui enseignent parfois mieux que les enseignants-chercheurs, mais qui font naturellement moins de recherche. Donc, et alors ça, effectivement, il y a les PRCE, les PRAC, donc il y a déjà des statuts du secondaire, donc du lycée, qui donnent des cours à l'université. Alors, c'est une question qui est massive, extrêmement importante à l'heure actuelle, puisque là, on voit bien, encore une fois, c'est un projet de société. Si on a un enseignement supérieur accolé à la recherche, où vous pouvez vous retrouver avec, et ça existe, hein, je veux dire, je suis pas du tout dans l'exagération, vous pouvez tout à fait avoir un médaillé reconnu sur la scène internationale en amphi de L1. C'est-à-dire que des chercheurs internationaux qui font des cours de L1 et qui partent un petit peu plus tôt pour aller faire leur conférence en Australie parce qu'il faut qu'ils chopent l'avion, en fait, ça existe en France. D'accord? Ça existe pour de bon. Aux États-Unis, il y a 4000 universités, il y a 300 universités de recherche de tête. Ça veut dire que le gros des universités, vous n'avez pas des enseignants-chercheurs, vous avez des enseignants tout court. Et eux, ils vont pas faire des conférences internationales. Donc la question que ça pose, c'est est-ce que c'est... Alors c'est une richesse de façon évidente, d'accord, d'avoir des chercheurs, y compris si c'est des enseignants un petit peu moins bons, dès la première année, c'est évidemment une richesse. Mais est-ce que c'est une richesse qui coûterait pas un peu trop cher? Voilà. Ça, c'est la vraie question. Est-ce que c'est un bon investissement? Et alors, si on décide que c'est un mauvais investissement, à ce moment-là, on peut effectivement prendre des PRAG et des PRCE parce que, comme ils font 2 fois plus d'enseignement, ben, ils coûtent moins cher. Et donc, ça peut valoir le coup. En réalité, là où ça devient rigolo, c'est que les PRAG et les PRCE coûtent plus cher que les heures complémentaires. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, le meilleur mouvement économique, si on veut continuer à enseigner en licence à peu de frais, c'est pas de recruter sur d'autres statuts, c'est de faire travailler plus les gens qui sont déjà. Quand on regarde les heures complémentaires à l'heure actuelle, les quelques universités que j'ai regardées, ça monte de partout. Et alors, par exemple, à l'université de Strasbourg que je connais bien, il y a une augmentation de 45% des heures complémentaires des personnels, des enseignants-chercheurs permanents en 5 ans. Donc ça va très 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 vite. Donc voilà, la question de la secondarisation, c'est pas que la question d'embaucher des PRAG à la place d'embaucher des enseignants-chercheurs, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre premier cycle. Est-ce que c'est un premier cycle purement professionnalisant? Auquel cas, oui, il faut le tertiariser, et oui, il n'y a pas besoin d'avoir des chercheurs là-dedans. Ou est-ce que c'est un enseignement universitaire? C'est un enseignement universitaire, alors non, il faut qu'il continue à y avoir des enseignants-chercheurs mélangés avec des PRAG et des PRCE, de telle façon à ce qu'il y ait une multitude d'enseignements différents. Donc, si vous regardez au sein des universités, en ce moment, on déploie énormément d'efforts pour arriver à avoir 2 premiers cycles différents. Alors, ça s'est très bien vu sur l'université Cible Lyon, parce qu'ils l'ont écrit. Ils l'ont écrit de façon étonnamment naïve. 2 premiers cycles, un premier cycle pour tous les étudiants qui serait plutôt ouvert au plus grand nombre et qui serait très tertiarisé, dont le but c'est l'insertion professionnelle la plus rapide possible et la formation la moins chère possible. Et un petit groupe d'étudiants triés sur le volet qui seront amenés à faire le master et puis après le doctorat. Merci pour cette réponse qui rejoint aussi sur certains aspects cette prochaine question toujours sur les financements.
parce qu'en fait, si on se garde ce système d'enseignant-chercheur, il y a deux métiers, il y a enseignant et il y a chercheur. Et la question avec cette normalisation du financement sur projet, c'est quel est l'impact sur la charge de travail des enseignants-chercheurs, des directeurs de laboratoires de recherche aussi, et quelle place reste-t-il pour la recherche dans le temps de travail? N'est-elle pas encore en diminution? Parce que on l'a vu, il y a des heures complémentaires, donc il y a déjà moins de place pour la recherche. Est-ce que avec la LPR, ça diminue pas encore? À partir du moment où la LPR prend comme principe de ne pas recruter alors qu'on a plus d'étudiants et d'augmenter les appels à projets alors que c'est la charge principale recherche des chercheurs, c'est de répondre aux appels à projets, et évidemment que la part recherche est encore en diminution. Ça, c'est de façon voilà, absolument indiscutable. La question qui se pose derrière, et c'est encore celle de la tertiarisation, c'est en 2007, on a la loi LRU, Liberté et Responsabilité des Universités, qui a fait ce truc-là qui s'appelle les RCE, les responsabilités et compétences élargies, et qui a consisté à prendre toute la masse salariale, donc l'argent pour payer les enseignants-chercheurs, qui était gérée avant par le ministère. Donc moi, la première fiche de paye, c'était une fiche de paye du ministère, et de la transférer directement aux établissements, aux universités, pour que les universités payent directement leurs enseignants-chercheurs. Maintenant, j'ai une fiche de paye de l'Université de Strasbourg. 80% en gros des budgets des universités aujourd'hui, c'est la paye des fonctionnaires qui ont été recrutés parfois il y a 20-25 ans. Donc, vous imaginez, vous êtes président d'université, vous avez un budget d'un demi-milliard d'euros. D'accord? C'est le budget de l'Université de Strasbourg, c'est entre 500 et 600 millions d'euros ce qu'on demande. Et vous avez 80% de cette somme-là dont vous ne pouvez rien faire parce que c'est des fonctionnaires. Je veux dire, vous ne pouvez même pas moduler leur salaire, ils sont payés à l'ancienneté, et ils n'ont pas de prime. Et ils font ce qu'ils veulent. Je veux dire, wow, attends, moi, PDG de l'entreprise Université de Strasbourg avec un demi-milliard de budget, mais qui ne peut pas toucher à 350 millions de ce budget-là, je ne serais pas très heureux. Donc là, mon but à moi, c'est de faire en sorte que j'ai différentes catégories de travailleurs. Et dans ces différentes catégories de travailleurs, effectivement, j'ai tout intérêt à avoir des gens qui enseignent beaucoup pour s'occuper des licences 1 qui débordent, et puis des gens qui cherchent beaucoup pour s'occuper des performances recherche de mon établissement. Et là, on voit bien que le chercheur qui fait sa vie, qui crée sa petite connaissance dans son coin et puis qui publie pas trop, ça serait quand même mieux qu'il fasse une centaine d'heures de cours de plus. C'est mieux pour les performances de l'établissement. Et le chercheur international recruté qui est en vogue là et puis qui va peut-être avoir un prix, j'ai tout intérêt à ce qu'il fasse plus que 1 ou 2 modules de master et qu'il fasse surtout de la publication. C'est de la bonne gestion. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, là, on est vraiment en train de se confronter à un truc qui est que la définition même de ce que c'est que l'université en France se confronte à un problème de bonne gestion. Parce qu'il apparaît comme de bonne gestion de séparer entièrement l'enseignement supérieur et la recherche. Alors, pas entièrement, bien sûr. On va garder des ponts, parce que c'est bien, parce que ça fait chic d'avoir des ponts, mais quand même, globalement, on va travailler à séparer les choses. Donc, on travaille activement à séparer les choses. Merci. Mais du coup, on arrive sur la fin de cette séance. Et finalement, la question qui reste, c'est et après, c'est quoi? Est-ce que on peut encore agir? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce qu'il va falloir s'adapter et essayer de changer les choses plus tard en votant, par exemple? Voilà. Éventuellement. C'est une idée que je lance. Alors, on a toujours l'impression que ça y est, c'est trop tard, il y a une loi qui vient d'être passée. Alors, en réalité, quand on commence à lire un petit peu les historiens, donc là je vous retourne encore une fois vers Emmanuel Picard, je veux dire, les questions qui se posent aujourd'hui, elles se posaient il y a 100, il y a 150 ans, il y a 300 ans, il y a 400 ans. Ça a toujours été la même question. C'est qu'est-ce que c'est la marge de liberté des universitaires par rapport au reste du monde, qui définit leur carrière, qui leur donne de l'argent pour qu'ils travaillent.
Je veux dire, depuis la création des universités au XIVe siècle, c'est la même question qui se pose. Avant, c'était l'Église, après, ça a été l'État, aujourd'hui, c'est le pouvoir économique, mais c'est toujours pareil, d'accord? Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de rupture dans la LPPR et il n'y a jamais de trop tard et il n'y a que des grands mouvements qui poussent un petit peu le curseur d'un côté, poussent un petit peu le curseur de l'autre. Et c'est que des petits curseurs qui se déplacent. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que la LPPR a déplacé plutôt le curseur dans un sens ou plutôt le curseur dans l'autre. Et ça, on ne sait pas encore. C'est-à-dire que ce qui est écrit dans le texte, c'est on déplace le curseur dans ce sens-là. Mais alors, la réaction des universitaires qu'on n'avait pas vu depuis 10 ans, qui prennent leur plume pour dire « Oh là, vous nous avez gonflé, ça va pas du tout », l'état de brûlerie actuel du ministre et du ministère avec des démissions, le CNU qui suspend indéfiniment ses activités, des gens qui appellent à ne pas participer à l'HCERS, etc. Alors ça, par contre, c'est plutôt le curseur dans l'autre. Vous voyez ? Alors, si jamais la LPPR passe, qu'on fait quelques CPJ dans un coin qui ont une attractivité médiocre, hein, les CPJ auront une attractivité médiocre. Donc, il y a quelques mandarins qui s'amusent avec leur CPJ d'un côté, mais que de l'autre, il y a tout le monde qui se met à mentir massivement dans les évaluations HCERS parce que on a collectivement, sans même en discuter, on a tous dans l'esprit que l'HCERS, c'est pas du tout un outil qui émane de la communauté pour améliorer nos performances, mais c'est un outil de management décidé par un ministère qui n'a plus de légitimité. Le curseur, il part de l'autre côté, hein. Il part de l'autre côté direct. Vous voyez le truc? Donc, c'est-à-dire que l'ANR, on reste honnête avec l'ANR. On leur dit ce qu'on va faire. Mais si on commence à se retrouver avec de plus en plus de chercheurs qui font les Marseillais, c'est-à-dire que, bon, moi je viens de Marseille, hein, c'est-à-dire que au lieu d'écrire ce qu'on va faire, on écrit ce que le mec en face veut entendre. Ça, on sait très bien faire. Parce qu'on est quand même, on est des docteurs, hein, on n'est pas complètement couillons. C'est-à-dire qu'écrire sur un dossier ce que le gars en face veut entendre, alors qu'en fait, on fera que ce qu'on a envie de faire, on sait faire aussi. D'accord ? Donc, ça veut dire que tout ce système-là repose sur la bonne volonté et l'intégrité des enseignants-chercheurs et des chercheurs et des enseignants. Cette LPPR, elle a peut-être poussé un peu d'un côté, mais elle a très probablement poussé beaucoup de l'autre. Et alors ça, on ne sait pas encore ce que ça va donner, mais moi, au plus ça va, en fait, au début, j'étais assez déprimé, et là, j'ai un gros moral en ce moment, en fait. J'ai l'impression qu'il y a un rebond de par les autres lois qui sont aussi qui est votée ou à l'Assemblée en ce moment, la loi de sécurité globale. J'ai l'impression qu'effectivement tout le monde commence à se rassembler de manière un peu plus puissante que ces derniers mois et que peut-être ça va finir par avoir un impact. Benoît, je sais pas si tu voulais. Je propose qu'on en termine là en remerciant chaleureusement Julien Gossat parce que vraiment déjà il nous a donné 2 heures de son temps précieux et 2 heures c'est beaucoup et vraiment merci beaucoup pour la qualité des réponses apportées à des questions parfois un peu compliquées dans leur forme. C'est aussi c'est toujours le problème du chat quand on interagit comme ça. Mais merci beaucoup pour la qualité des réponses parce que bien sûr il y a votre position, mais vous êtes bien intervenu en tant qu'universitaire critique et vraiment je pense que même comment dire, on n'est pas tombé dans le travers politique et je vous en remercie beaucoup parce que vraiment on a eu une bonne analyse de fond de cette LPR avec aussi un peu de perspective parfois internationale. Moi, effectivement, maintenant, je vois mieux les choses, par exemple, sur le fait qu'il y a 3 modèles, effectivement, 3 gros modèles, d'enseignement supérieur et de recherche. Et d'ailleurs, effectivement, le modèle français, par bien des égards, est tout à fait bâtard et compliqué et prenant différents éléments, etc. Donc vraiment, je vous remercie beaucoup pour l'analyse de la LPR. Vraiment au nom du CICHA, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi d'avoir un petit peu élargi aussi, c'est-à-dire nos obsessions de doctorants et jeunes docteurs, en nous rappelant que derrière tout ça, il y a un projet de société. Il y a évidemment un projet de société, d'accès à l'université.
Et vraiment, merci beaucoup voilà, pour ce niveau d'analyse. Et puis merci pour cette petite note optimiste à la fin, où effectivement on peut se dire que oui, en ayant déjà, en étant conscient des enjeux, effectivement de faire bouger le curseur dans le bon sens. Et je trouve d'ailleurs à bien des égards que à titre personnel, vous m'avez rassuré sur certains points. Puisque, par exemple, ce qui avait focalisé l'attention de la LPR, c'est-à-dire les chaires professeurs juniors et les CDI de mission, en définitive, vont pas bouleverser l'ensemble du système, même si ce sont des petits coups de couteau comme ça dans le dos de l'ESR, c'est pas encore un poignardage en règle. Donc c'est pour ça qu'il faut être attentif et j'espère pour tous ceux qui ont donc assisté à cette séance de séminaire débat qu'ils en feront quelque chose à l'avenir, s'ils sont recrutés aussi d'ailleurs, ou s'ils sont déjà recrutés pour ceux qui peuvent l'être. Donc merci beaucoup Julien Gossa. Et je vais laisser la parole peut-être à Julien Gossa s'il veut rajouter quelque chose, mais sinon à Jean-Baptiste Ortlieb qui va nous parler des prochaines activités du CITCHA pour ceux que cela intéresse. Non, mais très, très simplement, hein, merci énormément pour l'invitation et pour cet échange très riche. C'était vraiment, je pense que c'était au moins aussi intéressant et agréable pour moi que pour vous. Donc voilà, merci encore. Et puis peut-être que j'irai même jeter un coup d'œil à vos prochains débats. Alors, maintenant que j'ai repéré où c'est que vous faisiez les annonces. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde.